On n'est pas parisienne, on connaît personne, on n'a pas de réseau à Paris. Il faut qu'on ait un Insta. Il faut qu'on se crée un réseau et qu'on profite de cette tendance Instagram, de cette tendance réseau pour justement faire valoir notre métier, montrer un peu nos inspirations, montrer qui on est, se présenter. Et c'est vrai que nous, on a quand même eu notre premier projet qui a un style à la fois méditerranéen, persan. On essaye vraiment de s'adapter au client. En fait, on adore le moment où on va aller chez le client, prendre son cahier des charges, cerner un peu sa vie. On pose pas mal de questions assez intimes finalement sur la vie de nos clients. C'est ce moment-là qu'on adore où on se dit mais c'est trop bien de rentrer dans l'intimité des gens au niveau esthétique et d'essayer de faire l'appartement qui va vraiment leur ressembler et qui est propre à eux. En tout cas, bienvenue les filles. Je suis vraiment contente de vous recevoir dans Secret d'Archi. Donc c'est vrai qu'on a échangé il y a quelques temps, donc je suis contente de vous recevoir aujourd'hui dans le podcast, pardon. Donc pour les personnes qui vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez vous présenter votre parcours et surtout ce qui a fait que vous avez collaboré toutes les deux, on va dire, pour lancer votre agence en 2020. Ouais, alors en effet, donc moi c'est Virginie Kuens et Héloïse, mon associée, Héloïse Le Gall. Et donc on a créé l'agence Kuens Le Gall en 2020. Et ce qui a été l'origine de cette création, donc c'est qu'en fait, alors moi à l'origine j'avais envie de me lancer seule, je ne voulais pas d'associés. Okay. Donc vraiment j'étais catégorique sur le sujet, je ne voulais vraiment pas bosser avec quelqu'un, je voulais monter mon agence seule. C'était en effet mon objectif un jour d'avoir ma boîte. Je voulais un peu faire mes armes dans le secteur avant de me lancer, mais en tout cas, la chose dont j'étais certaine, c'est que je ne voulais avoir personne à mes côtés. Okay. Et en fait, il se trouve, comme quoi le destin fait bien les choses, il se trouve que dans mon ancien travail, j'ai rencontré Héloïse, qui a été ma collaboratrice au travail, et je me suis dit que je ne repartirais pas sans Héloïse. Okay. Ça a été une évidence. Et du coup, de là, s'en est suivi des déjeuners où on a beaucoup parlé ensemble de la possibilité de créer une boîte ensemble. On a fait du sport ensemble. C'est marrant parce que toutes nos idées un peu créatives venaient au moment où on faisait du sport ensemble. On allait courir entre midi et 2 dans notre ancien job. Et voilà. Et finalement, on s'est lancé donc, en 2020. Et alors, on s'est lancé au meilleur moment de l'année, vu qu'on s'est lancé en plein Covid. Une belle période. Exactement. On a signé des bureaux et 2 jours après, on était en confinement, chacune dans nos familles. Donc moi, j'étais à Grenoble et Héloïse était en Bretagne. Donc on était chacune à l'opposé. Et surtout, on n'était pas à Paris ni dans nos bureaux. Parce que du coup, quand tu dis dans votre job d'avant, vous faisiez quoi avant du coup Moi, j'ai commencé dans une agence qui s'appelle Dragon Rouge, donc vraiment du retail, je ne sais pas si tu connais. Et donc, j'ai fait en fait mon stage de fin d'études là-bas. Ensuite, j'ai été embauchée. Et au bout d'un moment, donc, j'ai changé d'expérience professionnelle et je suis arrivée donc, chez Yves Rocher. Donc, on travaillait pour la partie retail France et internationale. Et donc, c'est là où j'ai rencontré Virginie. Et en effet, moi, je suis restée 8 mois, littéralement. Donc, en fait, ça allait très, très vite. Ah oui. À partir du moment où je suis arrivée en juin et on a annoncé, je crois, notre départ toutes les deux. Ça a été un peu le bon... le saut dans le vide. Mais du coup, tout s'est passé très, très vite. Et donc... En fait, on a commencé à travailler ensemble sur, comme tu disais, un peu d'autres projets parallèles. Il y avait d'autres idées, mais de structure quand même, de monter une structure ensemble. Et puis ensuite, en fait, un jour, Virginie m'a dit, mais on y va. Enfin, il faut y aller et on le tente. Et du coup, on s'est dit, mais en fait, il n'y a rien à perdre, il y a tout à... allons-y, quoi. C'est dur de savoir quand y aller. Hein. Ouais, mais c'est marrant parce qu'en plus, souvent... les duos, souvent, ils se rencontrent à l'école, j'ai l'impression. Et vous, non, du coup, c'était au travail. Nous, on n'avait pas du tout le même parcours. Ouais. Moi, j'étais à Lyon. J'étais à l'Institut Créate de Lyon. Avant, j'avais fait un GEA à Grenoble. Après, moi, j'ai fait mes armes un peu en faisant de la free pendant 2 ans. Et après, alors moi, pour le coup, je suis restée 3 ans chez Yves Rocher. Donc, Héloïse est arrivée au moment où je commençais, moi, à voir un peu de nouveaux horizons. Et on ne s'était pas du tout rencontrés avant, donc ça a été vraiment... Alors, Héloïse dit en effet qu'elle est partie au bout de 8 mois, mais ça veut dire qu'en fait, on a commencé à en parler au bout de 3 mois. Donc, au bout de 3 mois, moi, en tout cas, j'étais sûre. Héloïse, je pense que tu l'as été aussi à un moment. En fait, c'est sur la période d'été.
On a commencé en fait à aller courir. Mais au travail, ça restait dans le cadre du travail. Et voilà. Et c'est vrai ça a été très vite une évidence alors qu'on ne se connaissait pas du tout. D'accord. Et Héloïse a quand même été ma témoin de mariage. Donc ça veut dire qu'on a quand même été assez proches. Vous êtes devenus proches très vite. Oui. Ok. On est amis au-delà de l'association. Et je pense que d'ailleurs c'est important dans une association. C'est un mariage professionnel et il y a une relation aussi amicale derrière. Il y a un équilibre en fait hyper important à trouver sur cet aspect-là aussi, je pense. En tout cas personnellement, je pense qu'une bonne association, c'est aussi d'autres partages pour avoir vraiment un équilibre. C'est vrai que globalement les duos, j'ai l'impression que soit c'est des couples carrément en couple, ou alors en effet des amis quoi. Enfin, vous finissez par devenir amis par la force des choses parce que vous êtes tellement ensemble. Oui, et puis je pense que c'est important même dans les prises de décision, vraiment, et puis dans la vie de tous les jours, vraiment de comprendre en fait l'autre par rapport à ce qu'il ou elle traverse. Et donc, il y a tellement des choix cruciaux à faire, des discussions très sérieuses au fur et à mesure d'une étape d'agence. En fait, c'est essentiel, je pense, d'être en phase aussi en termes de personnalité, on ne peut pas simplement juste être collègue de travail. Je pense pour avoir des ambitions sur de la longue durée, en tout cas, moi, ça me paraît... Au bout d'un moment, je pense que ça ne pourra pas évoluer. Puis il y a beaucoup d'enjeux aussi. Donc, quand tu t'associes... Mais justement, c'est ce que j'allais vous dire, parce que vous vous êtes associés vite. Et mine de rien, monter une boîte ensemble, comme tu dis, c'est un peu un mariage, quoi. C'est complètement un mariage. Et vous vous êtes lancés en vous disant, on se connaît pas trop, mais on y va. Ouais, alors on a commencé en fait à se voir aussi à l'extérieur, assez ponctuellement pour voir des choses, prendre des cafés. Ouais, on se voyait dans des cafés. On essayait de bosser, faire un peu des business plans dans les cafés. Mais ça restait du pro. Enfin, je veux dire, on s'est jamais, à part le sport, on s'est jamais fait un théâtre ensemble, ou un verre, où on a rencontré un peu rapidement nos amis, mais c'est arrivé même, je dirais, après. On a appris à se connaître aussi pendant... Complètement. Pendant l'association. Et notamment pendant cette, je dirais, relation à distance. On était chacune. Et en fait, ça nous a servi, je trouve, complètement parce qu'il n'y a rien de plus dur, je trouve, que de travailler à distance. Ça veut dire qu'on s'écrit, ça veut dire que les émotions, elles sont différentes. On n'est pas en live dans un bureau pour tâter la température de l'autre personne et vice-versa. Complètement. Et du coup, on a très vite appris, en fait, à se parler. Et alors au début ça a été dur parce qu'on a eu des moments où on n'arrivait pas à communiquer, etc. Et en fait très vite on s'est dit il faut qu'on parle, il faut qu'on se parle, il faut qu'on se dise comment chacune on aime qu'on nous parle aussi, comment on fonctionne. Et ça a fait que très vite on a eu nos process aussi de communication entre nous qui ont fait qu'on a réussi à maintenir sur la distance et encore aujourd'hui à être amis, etc. Parce qu'en fait on sait se parler. C'est comme dans un couple. C'est pour ça que je reviens au mariage pro. Elle a complètement raison. C'est vraiment une relation de couple où il faut parler, etc. Ouais, parce qu'à distance, tout le monde le constate. Par message, les tensions peuvent vite monter parce que tu surinterprètes parfois ce que l'autre dit. Et vous, justement, vous avez géré ça. Et ça nous a même permis, je pense, d'avoir une meilleure communication, de mieux communiquer aussi en live, quoi, sur des sujets... qui doivent être sérieux, où on doit quand même prendre le temps d'en discuter. Ça nous permet aussi, je pense, d'avoir bien maturé sur comment écouter l'autre, comment accompagner des décisions importantes, comment débattre. Donc ça, c'est assez chouette, Et en fait, mais après, on continue aussi tous les jours. C'est une relation aussi... c'est important d'en prendre soin, comme tout, comme toutes les relations. Parce que dans l'agence, vous êtes combien aujourd'hui ? On est 4. Donc on a Johanna qu'on a embauchée en janvier de l'année dernière et Audrey qui nous a rejoint en septembre. Et après, on a ponctuellement des personnes en stage qui gravitent ou en alternance. Là, on est en train de se questionner sur l'alternance. Et ou free, selon les besoins. Et cet aspect justement de la communication aussi, on le recherche beaucoup dans comment aussi les personnes avec qui on travaille au quotidien communiquent avec nous, ont aussi cette sensibilité, ce calme. On essaye de trouver aussi des partenaires avec qui
continuer et construire, à gravir les échelons ensemble, dans le même, je dirais, dans le même esprit. Ouais. C'est hyper important pour qu'on communique bien, qu'on soit en phase avec ces éléments-là, et c'est le cas, donc c'est chouette. On arrive à bien communiquer ensemble, donc c'est important aussi. Okay. Et avant de vous lancer, vous aviez des connaissances en gestion d'entreprise ou pas du tout? Comment ça s'est passé? Surtout en plus en plein Covid, ça ne devait pas être évident. C'était pas évident, mais alors moi en effet j'avais fait quand même une année de GEA qui m'a pas du tout été inutile. Vraiment j'ai vraiment retrouvé des choses qui m'ont été utiles, enfin qui nous ont été utiles en tout cas à la création de notre entreprise. Moi j'avais, faut quand même le dire, mon mari aussi qui venait de créer son entreprise à cette époque-là. Et du coup, on était dans un mindset de couple très entrepreneurial. Et du coup, il nous a quand même, je trouve, beaucoup donné de conseils là-dessus. Oui. Et en fait, c'est vrai qu'on avait eu comme conseil d'aller voir ceux qui savent. Et en fait, là, on a pris notre petit calepin, notre crayon, on a passé des coups de fil, on est allé toquer à la porte des gens et en fait, on allait voir les archis qu'on admirait ou les entrepreneurs qu'on admirait et on leur a posé toutes les questions qu'on jugeait utiles vis-à-vis de la boîte, vis-à-vis d'une création de projet, vis-à-vis de toutes les questions qu'on se posait en fait. Et de là, je trouve, et ça, on a commencé à le faire justement sur nos fameux temps libres hors Yves Rocher, où là, on allait toquer un samedi, un week-end, et on passait notre journée à faire ça, à faire toute notre liste de contacts. Et on a appelé des gens top, et qui nous ont ouvert la porte et nous ont dit, mais avec plaisir, n'hésitez pas si un jour on peut travailler ensemble sur un projet. Et du coup, ça nous a fait plaisir parce que on a quand même interviewé Jean-Philippe Nuel. Enfin, tu vois, on a interviewé des gens quand même qui sont impactants dans le monde de l'architecture. Et en fait, ça nous a boosté de savoir que les gens avaient envie aussi de mettre leur pierre à l'édifice, étaient contents qu'on se lance. Et on n'a pas senti, si tu veux, ce côté rivalité. Parce qu'on était personne aussi, tu vois. Mais il n'y a pas eu de rivalité et on a été beaucoup poussés par les gens. On a eu beaucoup d'excellents conseils qui nous ont permis justement, je trouve, de nous lancer avec efficacité et ensuite de créer ça. Voilà. Après, en revanche, un des conseils qu'on nous a donné et qu'on garde précieusement en tête aujourd'hui, c'est celui de déléguer ce qu'on ne sait pas faire. Et en l'occurrence, chacun a son métier. On n'est pas juriste, on n'est pas comptable. On a un avocat, on a une comptable, on a quelqu'un qui gère cette charge de travail-là que nous, on gérerait peut-être, mais sûrement mal. Et puis cette charge mentale aussi, parce que en plus quand tu ne maîtrises pas le sujet, c'est encore plus angoissant, parce que tu te dis, ça te prend une place dans la tête, laisse tomber quoi. Ouais. Et donc c'est intéressant ça, ce conseil-là. On est quand même des personnalités où on avait besoin de comprendre pour prendre nos décisions, mais on avait besoin de justement être bien entouré de personnes pédagogues qui pouvaient justement nous expliquer pourquoi monter ce type de structure, quelle forme juridique. Quel type, même avec qui, toute la partie bancaire aussi, vraiment s'entourer de personnes humaines aussi et avec des conseils professionnels. Ça c'est. Oui, non, vas-y, pardon. Non, est-ce que là, du coup, vous êtes associés, vous êtes à 50-50 sur, c'est quoi, c'est une SARL, SAS? C'est ça, on a commencé par une SAS. Ah, ok. Ouais, c'était stratégique. Tout simplement parce que nous, on s'est lancé et justement, notre comptable nous avait recommandé, on avait chacune travaillé avant, donc elle nous avait recommandé de toucher le chômage au début, pendant 2 ans, et du coup d'amasser un maximum, un maximum de tout ce qu'on prenait comme projet en trésorerie pour pouvoir après l'injecter dans la boîte, etc. et pouvoir se payer rapidement. Et nous, c'est vrai qu'on a trouvé que ce conseil était super smart parce que ça voulait dire qu'on pouvait aussi avoir des dividendes rapidement. Donc c'était intéressant pour nous. Et à la fois, on avait envie aussi de se faire mal un peu au début et de se dire qu'on allait peut-être avoir un petit salaire de chômage, mais que ça allait nous booster justement pour avoir le salaire de nos rêves, entre guillemets, en tout cas petit à petit. Et c'est ce qu'on a fait. Et après, on a switché en SARL au moment où on pouvait se payer. Et comme ça... en fait, c'est marrant, vous avez fait l'inverse. D'accord, ok. Et en fait, c'est tout simplement pour que ce soit plus avantageux au moment de quand on se paye, etc. Ah oui, d'accord, ok. Parce que du coup, vous êtes salarié de votre boîte maintenant ? Non. En fait, on se rémunère pas. On se rémunère en tant que dirigeant d'entreprise. On n'a pas de fiche de paie. On est TNS. D'accord, ok. Ah oui, d'accord, ok.
Ah oui, c'est intéressant. Ouais. Et donc, du coup, en fait, vous avez tout appris. Parce que chez Yves Rocher, vous faisiez quoi, du coup Alors, chez Yves Rocher, donc, on était au pôle architecture. Ouais. Et en fait, on était architecte spécialisé en retail, donc France et monde. Donc, ça veut dire qu'on refaisait tout. En fait, le concept Yves Rocher est changé, si je ne me trompe pas, tous les 7 ans. Et en fait, nous, on est arrivé au moment où il fallait changer les magasins Yves Rocher qui étaient un peu obsolètes, tu sais, avec les couleurs un peu lavande. Enfin, voilà, les couleurs un peu anciennes, avec les rondins de bois, la corde, etc. Et nous, on est arrivé, du coup, pour appliquer le nouveau concept, qui était en l'occurrence un concept laboratoire, où là, on avait du blanc, du bois, de la pierre, des plantes, de la végétation, etc. Et donc, nous, on appliquait le concept. Ah oui, donc du coup, on a fait du déploiement réseau. Ah oui, donc ouais. Ok, oui, vous n'aviez pas les mains du tout dans la partie business, compta. Pas du tout. Et ce qui est trop bien, c'est que chez Yves Rocher, je trouve qu'on a vraiment, vraiment appris à processer. C'est ce qui nous a permis d'être très carré, parce que comme c'est un gros groupe, c'est extrêmement processé, extrêmement bien organisé. Et nous, on a vraiment appris ça. Et je trouve qu'on a aussi beaucoup appris en management, parce que le management, c'est hyper dur. Et en fait, on avait une manager qui était incroyable. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on s'est rencontrés. Je trouve qu'elle avait la force de fédérer et de rassembler des gens dans la même team qui se rassemblaient. Et c'est pas pour rien, en vrai, que je suis restée 3 ans, parce qu'elle avait toujours des gens top qu'elle regroupait autour de son équipe. Et c'est ce qu'on a, je trouve, aujourd'hui, beaucoup insufflé dans notre équipe. Aujourd'hui, quand on recrute, on cherche des gens, comme disait Loïs, qui sont comme nous, avec lesquels on partage la même vibes, le même mindset. Et en fait, c'est hyper important. Ça nous donne, nous, envie de bosser. Nos collaborateurs, ils ont envie de venir bosser. Et voilà, donc on a beaucoup appris niveau management aussi. D'accord. Et ça vous a pas fait peur de vous lancer toutes les deux sans forcément vous connaître Moi, j'avoue que c'est même pas. Je crois que ça n'a même pas été une de mes peurs, le fait qu'on se connaissait pas tant, parce que je crois au départ que le côté justement pro et perso séparés, à ce moment-là, en tout cas de ma vie, me convenait. Et puis en fait, les choses ont fait que on s'est extrêmement rapprochés, qu'on a uni, qu'on a créé des liens très très forts. Mais au départ, non, ça me faisait pas peur. Par contre, le saut dans le vide est extrêmement effrayant. Moi, je trouvais, en tout cas, en termes de... On parlait tout à l'heure financier, toute la partie financière, quand tu te lances, c'est que t'as pas... Tu mets un peu toutes tes billes dans ton projet, c'est sûr que il y a un côté effrayant. Mais à la fois, je me disais, j'ai pas grand-chose à perdre. On est quand même dans un métier où... Ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais. Il n'y a pas grand-chose en termes d'investissement. Ce qui était important pour nous au départ, c'était quand même d'avoir des bureaux. Donc, on avait signé des bureaux, en fait, tout au début, avant le confinement. Et pour nous, c'était quelque chose d'important. Donc, c'est une charge qu'on a toujours eue et qu'on a eue dès le départ parce qu'on voulait vraiment avoir un lieu de travail et aussi pour fédérer notre travail, être ensemble, partager, développer une équipe. Voilà, ça a été quelque chose de primordial pour nous. Mais non, la prise de risque en soi, elle était assez minime dans cette activité. On n'a pas à sortir énormément de capital. Après, évidemment, je trouve que ça fait toujours peur de sortir des sentiers battus, de sortir de son confort, d'avoir un salaire, de savoir quand va se terminer notre emploi ou de combien, jusqu'à quand on veut nous le mener. Et évidemment, c'est stressant, mais je trouve que c'est le stress hyper positif. Et nous, on a ressenti ce stress, enfin pas ce stress, mais cette excitation d'entrepreneuriat où tu as envie le week-end d'ouvrir ton ordi, de répondre à tes mails, de répondre à tes clients, de bosser le week-end. Et moi, c'est vrai que mon mari m'avait dit, il faut que vous appreniez les filles à couper le week-end, à dire qu'à partir de 20h, par exemple, vous n'êtes plus disponible, plus joignable, etc., pour avoir votre vie, parce que c'est tellement grisant, le démarrage, il y a tellement de choses à faire, tellement de choses à penser, que finalement, on peut vite perdre pied et faire que ça. Oui, parce que tu te mets pas de limite. Et sur le moment, tu as l'impression que t'as cette adrénaline et que tu vas bien et tout. Et au moment où tu lèves le pied, t'as le contre-coup qui t'assomme, quoi. Oui. Ça, j'ai remarqué, notamment avec mon mari, quand il a lancé sa boîte, c'était comme vous. En fait, c'était du matin au soir, du lundi au dimanche.
Et le jour où il s'est dit, je prends 2 jours off, les 2 jours off, ça l'a mis à terre, quoi. Et en fait, c'est ça, c'est ce truc de quand tu déconnectes jamais, en fait. Mais c'est ça. Tu te rends pas compte, sauf que tu as besoin, quoi. Et l'intensité est telle, en effet, quand on est entrepreneur, que c'est grisant. On a envie de travailler tout le temps, notamment au début, je trouve, où c'est l'excitation du début de projet, du lancement. Mais en fait, c'est comme ça, la vie d'un entrepreneur. C'est une sinusoïdale totale. Il y a des très hauts, il y a des très bas. Il y a des milieux où parfois il ne se passe pas grand-chose. Et en fait, ça, mine de rien, il faut trouver l'équilibre de... il faut aussi avoir sa vie. Il faut aussi ne pas perdre pied sur tout ce qui fait que notre vie est composée d'amis, de sorties, etc. Parce que sinon, en fait, c'est tellement prenant, on investit tellement notre vie que ça peut vite... dégringoler. Et c'est là où je suis tellement contente qu'on soit 2 dans cette aventure aussi, parce que ces étapes-là, elles sont, que ce soit des joies ou des moments de doute ou autres, elles sont beaucoup plus franchissables facilement à 2. Et maintenant, 5 ans après, cette adrénaline, vous l'avez encore ou pas? Vous avez toujours ce truc de... À fond. Ouais. Et notamment aussi sur la partie, je dirais, projet. En fait, t'es tellement toujours animé sur le côté prospection. Il faut trouver du projet, on entre du projet, puis ensuite, il y a quelque chose de nouveau. On n'est pas dans une sorte de routine, je dirais, de travail. Et puis le côté liberté monotone, aussi entrepreneurial est génial. C'est vrai que ça te... Et puis on change de process. On se renouvelle. C'est vrai qu'on aime bien se renouveler avec Héloïse et on se renouvelle régulièrement. Et voilà, on a changé de process 2 ans après l'agence, on en parlera après, mais du coup, ça nous a reboosté. On avait l'impression de recréer une boîte. Quand on change on a changé de bureau il y a 2 semaines, on a pris des bureaux un peu plus grands, c'est hyper excitant. En fait, il y a chaque petite victoire ou chaque petit step, tu vois, là, on développe d'autres choses, on développe quelque chose en interne dont on ne parlera pas, mais tu vois, qui continue de... Okay. Voilà. Et justement, par rapport au bureau, donc là, vous avez pris plus grand. Donc c'est parce que je me rends pas trop compte, c'est quoi? C'est vous louez des bureaux, c'est ça? Des bureaux. Ok, d'accord, ouais. Donc c'est juste de la location simple de bureaux. Oui, pour le moment, on n'a pas franchi le cap de l'achat. On sait qu'il y a d'autres personnes qui ont acheté les murs, et c'est vrai qu'à un moment donné, on s'était posé la question, mais on ne s'est pas encore suffisamment, je pense, renseigné là-dessus. Pour passer le cap. Et le loyer de bureau à Paris, c'est combien à peu près? Là, mensuellement, vous en avez pour cher? Je me rends pas compte. En fait, en effet, les bureaux, c'est quand même assez cher. Après, nous, c'est vrai qu'on est dans un... Je pourrais pas te dire vraiment le prix, parce que je trouve que nous, on est dans une partie de Paris, tu vois, on est dans le 10e rue du Faubourg Saint-Denis. Et je trouve qu'on n'est quand même pas sur des fourchettes extrêmement hautes de budget. Ça reste une charge quand même importante, mais c'est vrai qu'on n'est pas dans certaines rues de Paris où les locaux pro, c'est super cher. Et notamment, on a fait le choix de ne pas être en rez-de-chaussée, de pas avoir de vitrine. On a des bureaux... Oui, donc c'est moins cher du coup. Oui, je pense qu'en fait, tout ça réuni fait qu'on arrive quand même à s'y retrouver en termes de charges. D'accord. Mais parce que du coup, vous avez pris les bureaux dès le début, donc vous avez signé 2 jours avant le Covid. Pourquoi cette volonté justement d'avoir des bureaux dès le début et du coup cette charge à supporter En fait, on est 2. Donc très vite, on s'est dit qu'il fallait avoir un endroit pour se retrouver. On a quand même beaucoup écrémé les cafés avec Héloïse au début. Oui. Et ça nous a quand même très vite... un peu mis des bâtons dans les roues, dans le sens où on ne pouvait pas passer non plus librement des appels. On était là pour toute la journée, donc mine de rien, pour le café, c'est pas non plus forcément agréable. Après, on choisissait les endroits qu'on aimait, on n'allait pas dans des cafés spécifiques, etc. Mais c'est surtout parce qu'en fait, très vite, on a besoin d'une imprimante, on a besoin de 2 écrans, et en fait, on avait besoin de matos qui fait qu'on avait besoin d'avoir un cadre de travail et des locaux. Ouais, donc c'est plus... vous avez la décision de prendre des bureaux, c'est plus... Vraiment pour votre business, pour votre façon de travailler, pas tant pour les clients. Non, parce qu'on voulait pas les recevoir. D'accord, ouais. En fait, c'est pas qu'on voulait pas les recevoir, mais c'est que notre priorité, c'était de pouvoir accueillir des gens. Par exemple, un premier stagiaire ou un premier CDI. Mais en tout cas, nous, on s'était vraiment dit qu'on irait plutôt à l'encontre du client et on cherchait plutôt des bureaux pour nous.
D'accord. Et au départ, on a quand même beaucoup travaillé de chez nous. Et je pense qu'il y avait aussi une volonté d'avoir une séparation aussi, de pouvoir couper du pro et d'avoir, comme disait Virginie tout à l'heure, nos soirées, nos week-ends, on ferme l'ordinateur et il y a quand même quelque chose, tu vois, de plus significatif en termes de... Il y a vraiment un espace qui est dédié à ça, qui est commun, donc on a pu se retrouver là-bas. Et il y a quand même la question aussi d'accueillir. Parce qu'au moment où tu te développes, c'est important aussi de pouvoir accueillir dans de bonnes conditions, dans un espace neutre. Enfin, c'est pas quelque chose qui nous parlait, en tout cas, d'accueillir chez nous ou d'être dans un café. On avait envie vraiment d'un lieu où les gens se sentent bien et dans un cadre, offrir un cadre professionnel comme nous, on l'a pu connaître dans nos anciennes expériences. Ouais, je vois. Ouais, c'est vraiment d'un point de vue organisation. C'est vrai que quand on est seul, on se rend moins compte parce qu'on a un bureau chez nous. Mais sauf que quand t'es à deux, tu vois vite les limites, en fait, quand t'es obligé de te retrouver. D'accord, ok. Ok. Et justement, je trouve l'archi d'intérieur, c'est un milieu qui est hyper concurrentiel. Encore plus aujourd'hui, j'ai l'impression, tu vois, tu ouvres les réseaux, il y a beaucoup d'archi d'intérieur. Moi, je sais qu'à l'école, c'est ce que nous disaient nos profs. Ils nous disaient, t'ouvres un tiroir, il y a une centaine d'archis qui en tombent. Et donc, comment vous avez réussi à faire votre place, justement, dans ce marché concurrentiel, on va dire Alors déjà, je trouve... Alors, on est toutes les deux pas parisiennes. Donc, je pense qu'on a aussi la vision... extérieur dans le sens où je trouve qu'à Paris, en tant qu'archi d'intérieur, il y a quand même du travail pour tout le monde. Enfin, je trouve. Ok. Oui, c'est vrai qu'on ne s'est pas senti... On ne sait pas... Et alors, il y avait aussi au démarrage, le fait de rencontrer les gens qui nous a permis aussi d'être, je pense, un peu plus peut-être détendus. Et c'est vrai qu'on n'a jamais vu ces personnes-là comme des concurrents, mais plutôt confrères, consoeurs. Ouais, c'est vrai qu'on est très gentil là-dessus, dans le sens où, en effet, comme dit Héloïse, on aime se dire que c'est vraiment plus des confrères consoeurs. Et d'ailleurs, on a des groupes d'archis trop sympas, on a des groupes WhatsApp entre nous, etc., où justement, on s'élève entre nous. On a quand même un métier où on a des notions sur lesquelles on doit être au taquet sur plein de sujets. Et en fait, on a ces petits groupes-là qui, justement, nous aident énormément. Notamment, il y a plein d'archis que tu as interviewés dans ton podcast. Et en fait, tu as une communauté hyper soudée, que ce soit à Paris ou ailleurs, je trouve, où vraiment les gens ont envie de s'aider. Et on a rencontré quelques archis qui étaient dans la concurrence, mais c'est même pas les archis avec lesquels on est forcément associés ou autres. Ouais. Donc voilà. Donc si tu veux, nous, on s'est vraiment dit, chouette, Paris, il y a de la place pour tout le monde. Les gens, en plus, s'aident entre eux, c'est sympa. Alors, c'est pas le monde des bisounours, etc. Mais en tout cas, nous, on a essayé en tout cas de le voir comme ça. Et aujourd'hui, on est trop contente parce que dès qu'on a besoin d'un conseil, on a nos copines archi qui nous aident ou autres et vice-versa. Et voilà. Mais en effet, c'est sûr qu'il faut quand même faire des petites actions pour essayer, alors pas de se démarquer, mais en tout cas montrer que tu es là, à Paris. Et nous, c'est vrai qu'on a essayé d'assister à un maximum d'événements. De petits événements de marque ou de choses comme ça. On a essayé très vite de rencontrer les gens, de rencontrer des archis. On est dans le 10e, comme je disais, rue du Faubourg-Saint-Denis. Il y a plein d'archis autour de nous qui sont assez connus, etc. On allait les voir, on allait toquer à leur porte. Voilà. Et c'est vrai que nous, on s'est dit, on n'est pas parisienne, on ne connaît personne, on n'a pas de réseau à Paris. Il faut qu'on ait un Insta. Il faut qu'on se crée un réseau par les réseaux et qu'on profite de cette tendance Instagram, de cette tendance réseau pour justement nous faire valoir notre métier, montrer un peu nos inspirations, montrer qui on est, se présenter. Et c'est vrai que nous, on a quand même eu notre premier projet sur Instagram. C'est Insta le premier client ? Instagram. Ah, ok. Et alors, c'est rigolo parce que notre première cliente, on ne l'oubliera jamais, on lui avait dit, mais comment vous nous avez trouvé sur Instagram ? On avait 4 photos d'inspi, tirées Pinterest. On avait notre logo et notre première photo de nous qu'on avait fait toute coincée. On n'était pas bien du tout. Et en fait, elle nous avait dit, écoutez, j'ai tapé le hashtag architecture et je suis tombée sur vous. Les planètes se sont alignées parce que quand tu tapes hashtag architecture sur Instagram, tu as des milliards. Ouais. Voilà, des milliards de posts. Ouais, c'est ça. Et en fait, je pense qu'elle a tapé son texte au moment où nous, on publie notre photo. Et elle nous a dit... Et cette fameuse photo où on était coincés comme pas possible et on avait trop peur, et on s'était dit c'est l'enfer de faire des photos,
Elle nous a quand même dit, vous aviez l'air sympa sur vos photos. Je sais que c'est votre premier projet. Moi, je valorise à fond l'entrepreneuriat, notamment féminin, et j'ai envie de vous faire confiance. Et ça m'intéresse, et let's go. Et je me souviens, on avait pris un petit café au Hoxton et on s'était lancé avec cette cliente. Et... qui est à côté. Oui, complètement. Okay. Et voilà, donc Instagram, nous, ça a été le lancement et ça a été notre projet avant le confinement quand même. Ouais. Ah oui, du coup, comment ça s'est passé? Donc, vous avez signé avec elle avant le confinement? Même pas. On a signé au tout démarrage, je crois. Et comment en fait, on avait fait le relevé de cote et la première rencontre sur site juste avant le confinement. Et on a signé pendant la toute première semaine. Et après, on a pu travailler sur le projet pendant le confinement. Ça nous a permis aussi de mettre en place tous nos process, les assurances, la banque, toute la partie comptabilité aussi. Toute notre organisation aussi interne, les drives, comment on allait gérer aussi toute cette sous-partie-là, mettre en place nos gabarits, vraiment tout l'aspect, je dirais, coulisses. Ouais. Et après, en fait, ça a été l'effet boule de neige. On est sorti, le chantier s'est lancé. Et puis ensuite, on a pu aussi reprendre des premières visites avec des nouveaux clients qui nous ont fait confiance. Et puis, en fait, au fur et à mesure, on publiait les photos. Et puis voilà, ça s'est lancé. D'accord. Et c'est vrai qu'Instagram, c'est notre première vitrine et c'est par là. C'est 99% de nos projets, Instagram. 90... Ah ouais, ok. Ouais. Vous avez combien de projets en simultané Là, par exemple, on en a, je dirais, une vingtaine. Ah, quand même, ah ouais. Ouais, franchement, en ce moment, c'est une bonne période. Après, il y a des projets qui sont sur la fin, tu vois, qui sont en préparation. Voilà, c'est différentes phases, mais en termes d'intensité, en ce moment, c'est... Et vous avez eu combien de projets depuis que vous vous êtes lancé au total? C'est une bonne question. Il faudrait qu'on voit. Eh bien, en fait... Une centaine? Non. Un peu moins, j'aurais dit, non? Je sais plus. Ouais. Bon, il faudra qu'on revienne. Mais donc, du coup, en tout cas, si vous avez entre 80 et 100 projets, il y a 99% qui sont venus d'Insta, en fait, sur tous ces projets. Ok. Alors, on a eu quelques bouches à oreille, et ça, c'est incroyable parce que du coup, c'est la satisfaction client de gens. Alors, on a beaucoup de satisfaction client et c'est trop cool, mais nos clients n'ont pas forcément à l'instant T un réseau qui souhaite investir ou autre. Et du coup, c'est vrai que quand ça arrive, c'est trop bien. C'est trop bien, mais sinon, c'est vrai que c'est Instagram et c'est aussi très valorisant parce que les gens ne nous connaissent pas, on n'a pas de réseau. Et du coup, on est fiers de dire que c'est grâce à notre travail, grâce à nos photos qu'on essaye de lécher au maximum, etc., que les gens nous contactent. Donc, c'est chouette. Ouais, c'est intéressant. C'est marrant, ce truc de vous trouver sympathique. Parce que mine de rien, des fois, il y a des choses, on n'y pense pas. Et sauf que les clients, ça va être un critère pour eux. Et c'est vrai que je trouve que le métier d'architecte d'intérieur, finalement, c'est des métiers où on ne vous voit pas tant que ça. En fait, on voit beaucoup vos projets. Mais les archis qui sont derrière, on les voit pas tant que ça sur les pages et je trouve que c'est dommage. Et c'est vrai que quand on échange avec d'autres archis qui sont passés, etc., en fait on sous-estime le pouvoir d'Insta et le pouvoir du branding en fait aussi, parce que ça va attirer certains clients en fait. Oui, c'est ça. Je pense que c'est assez rassurant de voir en fait qui se cache derrière les projets et souvent nos clients aussi ont besoin d'être rassurés par rapport à ça. Souvent sur les premiers appels, j'ai déjà eu cette question qui est assez récurrente où on nous demande mais est-ce que c'est bien vous qu'elle est travaillée, comment vous faites en interne, et en fait ça intéresse aussi de savoir qui va traiter le projet. Et donc je pense que c'est assez rassurant de mettre un visage c'est important. Tu mets des millions, par exemple, dans l'achat de ton appartement et tu remets ce projet entre les mains d'un archi que tu ne connais pas, qui n'est pas ton ami, qui n'est pas ta famille. Et je pense que tu as quand même envie de savoir à quoi il ressemble, de le rencontrer avant, de voir un peu son style, de voir si le courant passe bien. Nous, on est très feeling et on dit à nos clients, si vous n'avez pas le feeling, vous nous le dites, on s'arrête là. Et vice-versa. Nous aussi, on se donne le droit de se dire si là, on sent que ça va être extrêmement complexe ou autre, on en parle. Mais voilà, enfin bref, je m'éparpille, mais tout ça pour dire que, en effet, cette question de parfois se montrer un peu en photo, alors pour nous, c'est une épreuve. Hein. On déteste ça, mais on se force à le faire avec Héloïse parce qu'on a remarqué que quand on met par-ci par-là une petite photo de notre duo,
ça rassure les gens et on a des gens qui nous contactent. On le voit par rapport au moment où on poste et nos appels qu'on a, je sais pas, marrant. 2 jours après. Et les gens me disent, je suis tombée sur votre post, etc. Voilà. Donc imaginez maintenant qu'ils vont vous entendre parler. On croise les doigts. Ok, non, mais c'est intéressant ça, de voir justement la concordance entre le moment où vous publiez une photo et les appels que vous avez. C'est vrai que c'est rassurant. Je pense que ça rassure certaines personnes et je comprends. Et vos clients vous disent ce qui vous démarque justement du coup sur Insta par rapport à d'autres archives, parce que même Insta, je trouve, moi mon algo, parce que du coup, vu que je suis pas mal d'archives d'intérieur, en fait, on a vraiment beaucoup. À chaque fois, j'en découvre de nouveaux. Je me dis, mais tiens, j'étais jamais tombée sur lui, etc. Donc, il y a vraiment beaucoup d'archives d'intérieur sur les réseaux. Et donc, qu'est-ce qui fait, je sais pas si vous avez des retours de vos clients qui font qu'ils vous choisissent vous plutôt qu'une autre page Insta, tu vois, finalement. Moi, je pense qu'il y a quand même une partie feeling, où, comme évoquait Virginie, où ils se sentent à l'aise dans la communication, ils se sentent peut-être écoutés, ou voilà, il y a ce premier point-là. Il y a aussi la partie créativité, où on nous dit il y a l'utilisation quand même de couleurs, de matériaux, de. Ouais, donc là, vos projets. En fait, là où je trouve qu'on a pas mal de retours, c'est sur le fait, et d'ailleurs c'est ce qu'on prône à l'agence, c'est qu'on s'adapte au style de nos clients. Donc finalement, notre page Insta, elle est assez hétéroclite dans le sens où on a des projets assez différents. On va avoir un projet avec un peu de touche d'or, on va avoir un autre projet hyper white, on a un projet qui va sortir qui a un style à la fois méditerranéen, persan, enfin voilà, on essaye vraiment de s'adapter aux clients, ce qui fait que nous, notre créativité, ça nous booste au quotidien parce que à chaque fois qu'on signe un nouveau projet, on se dit que ça va être une créativité complètement différente, donc c'est hyper grisant. Et du coup, moi, j'ai l'impression en tout cas que sur notre compte Insta, les gens en tout cas nous font assez souvent le retour au téléphone de je suis rassurée aussi de venir avec vous parce que je sais que vous allez respecter mon style. Ouais. Et en effet, on n'a pas une patte linéaire, ce que je trouve très bien et ce que je trouve être une extrêmement bonne force. Mais c'est vrai que nous, on est parti sur plutôt l'autre option de s'adapter à chaque style. Et du coup, c'est vrai que ça nous a pas fermé de porte sur différentes personnalités. Ah, ok, c'est intéressant ça. Ouais, parce que c'est vrai qu'il y a vraiment les deux écoles, c'est ça, où tu as ce truc de tu vas vraiment te nicher. Tu vas te nicher plus, et là, les gens viennent vraiment pour ta patte. Et ce que je trouve extrêmement valorisant et gratifiant. Ouais. Et nous, on admire beaucoup nos confrères, consoeurs qui ont leur patte et les clients viennent pour leur patte. Je trouve ça incroyable. Et c'est pas quelque chose que vous souhaitez faire ? Non. Parce que niveau créa, on avait envie de se régaler. Et en fait, on aime tellement le contact humain en fait, on adore le moment où on va aller chez le client, prendre son cahier des charges, cerner un peu sa vie. On pose pas mal de questions assez intimes finalement sur la vie de nos clients. Et en fait, c'est ce moment-là qu'on adore où on se dit mais c'est trop bien de rentrer dans l'intimité des gens au niveau esthétique et d'essayer de faire l'appartement qui va vraiment leur ressembler et qui est propre à eux, sans pour autant copier une autre personnalité ou autre. Et c'est vrai que nous, on adore parce que du coup, ça nous régale niveau créa. D'accord, ok. Ah oui, c'est intéressant. Et c'est vrai que je reviens aussi, je trouvais ça hyper pertinent ce que vous disiez tout à l'heure et intéressant. Ce côté où justement vous êtes allé toquer aux portes d'autres archis quand vous vous êtes lancé. Parce que c'est vrai que je trouve, pour l'avoir vécu, en fait quand on se lance dans ce métier, alors moi, du coup le parcours est différent parce que moi j'ai fait une reconversion, mais tu connais pas grand-chose du métier et en plus de ça, je trouve qu'on a une image un peu c'est un monde hyper dur où tout le monde se tire un peu dans les pattes, c'est hyper concurrentiel, etc. Et sauf qu'en fait, finalement, tu te rends compte que les gens sont OK pour parler de leur métier et pour partager, comme tu disais. Et votre groupe WhatsApp, ça existe. Voilà, des gens bienveillants. On a un groupe qui s'appelle Archi Cool. Énorme. Et c'est vrai que c'est intéressant et je trouve que, en tout cas, pour avoir rencontré beaucoup d'archis d'intérieur dans vos situations où, pareil, tout le monde passe par là, finalement, quand tu lances ton agence, c'est un peu flou, tu sais pas trop. Et même quand tu as ton agence au bout de 5-10 ans, tu te poses toujours des questions encore, genre, ah, mais est-ce que je fais bien là ou pas ? Et c'est vrai que c'est hyper rassurant, en fait, de voir ce que les autres font à côté, quoi. Oui, il faut oser demander, c'est pas négatif d'aller justement
se renseigner. Et on s'est quand même pris des portes. Hein. Oui. Il y a quand même eu des portes non, mais fermées. c'est clair. Mais il y a la règle des 10 non. Exactement. Oui. Et d'ailleurs, ça, c'est marrant. Et ça fait dur. longtemps qu'on n'en a pas parlé, mais au départ, c'était une de notre Et on allait, c'était notre mantra. Allez, c'est pas grave. Dis non, un oui, dis non, un oui. Mais c'est dur parce qu'en plus, on est toujours des personnalités quand même sensibles. Et du coup, se prendre une porte dans la tête, ça fait vraiment, vraiment mal. Surtout quand tu es là avec ton petit calepin, que tu arrives toute humble, en ne sachant rien du tout de concrètement comment ça se passe. Parce que je sais pas toi, mais moi, en tout cas, à l'école, concrètement, on m'apprenait pas ce qui allait se passer réellement, ce qu'il fallait prendre comme assurance. Je te rassure, toutes les écoles. Hein. Oui, j'ai l'impression. c'est le même combat. J'ai l'impression. Et en fait, finalement, en se prenant des portes, on apprend aussi à en ouvrir plus facilement d'autres. Oui, et puis de par ce réseau d'archi que vous avez construit, du coup, tu te sens aussi épaulé. Alors déjà, vous êtes complètement. Deux, mais en plus, vous êtes plus que deux, en fait, parce que finalement, il y a tout... Et c'est ce que tu fais aussi, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure au sein de ton podcast, c'est ça, tu viens aussi interroger, donner des informations, c'est ça qui est chouette. Parce qu'en fait... on a tous le même besoin finalement quand on sort, mais même comme on disait, qu'on sort de grandes écoles ou alors de reconversion ou même juste fin d'école, en fait on a tous les mêmes questions, c'est-à-dire comment on gère une agence, comment parfois il y en a c'est comment je gère un projet, tu vois, parce que mine de rien l'aspect purement gestion de projet, finalement à l'école tu le vois pas non plus. Non, gestion d'entreprise, mais même gestion de projet, je sais pas vous. Sur la partie vraiment gérer un projet en tant que tel, tu vois, avec un budget, vraiment quelque chose de pratique, tu vois. Les phases. C'est ça. Et d'ailleurs, on a du mal à le retrouver dans certaines candidatures de stage. Chez certaines écoles, on voit vraiment quand l'école est très conceptuelle et où du coup, il n'y a aucune notion de concept, pardon, pas de concept, mais aucune notion de phase de projet, donc esquisse, APS, APD, tout ce qui est chiffrage, etc. Et en effet, c'est vrai que chaque école appréhende différemment la manière de professionnaliser les étudiants, mais en règle générale, je trouve qu'il y a très peu d'écoles qui professionnalisent et qui préparent à, si on a envie, justement, de ne pas être salarié et créer sa boîte. Oui. C'est ça. Et du coup, moi, c'est le constat que j'avais fait, justement, et c'est pour ça que j'ai lancé le podcast, parce que j'ai fait le même exercice que vous, c'est que j'ai été toquée, et que les réponses, en fait, plaisaient à mes camarades d'école, etc. Ils me disaient, mais il t'a répondu quoi, là, sur ce sujet-là ? Et c'est comme ça, après, mon mari était dedans aussi, donc c'est pour ça qu'on a lancé le podcast. Mais c'est vrai que je trouve qu'on apprend énormément tellement dans le partage d'expériences, en fait, et des autres. Et vous, ça vous a servi, vraiment, ce réseau d'archi 1000 fois. Ah ouais, c'est intéressant. 1000 fois. Mais après, c'est un choix aussi pour certaines écoles qui sont connues pour justement la partie créativité. Oui. Et en fait, quand tu intègres, je pense, ces écoles-là, tu sais que ça va être 5 ans de ta vie où tu vas t'éclater en termes de créa. Et moi, quand je suis sortie d'études, c'est évident que j'avais quand même besoin, je ressentais le besoin, mais je pense comme énormément de gens, d'avoir un socle technique. Et dans ces cas-là, souvent, c'est quand même ton stage... Ce qui est idéal, ce serait si tout le monde pouvait proposer ce stage de fin d'études où tu as 6 mois, où du coup tu peux vraiment te professionnaliser au sein d'une agence qui ensuite souvent te permet quand même d'intégrer une boîte plus facilement. Et là, en fait, tu auras toute ta vie pour goûter aussi à l'aspect très technique. Donc, moi, j'avoue que sur une partie très créative, j'ai aimé aussi ce début de ma vie qui était très, très créatif. Ça a débloqué aussi chez moi plein de choses. Donc, sur certains aspects, je trouve qu'elle n'est pas inintéressante. Mais c'est sûr qu'en fin de cursus, quand on vient regarder des books de 3e ou 4e année, c'est intéressant quand même d'avoir certains plans technique, d'avoir des choses... D'où l'intérêt du stage. Et après, en effet, si des expériences pro, tu vas être entrepreneur, en fait, c'est ça. Ouais, en fait, c'est surtout ça, le truc, ça dépend de ton profil aussi à toi. Et c'est vrai que, comme tu dis, les écoles très poussées créa, c'est la volonté aussi. Et en fait, quand tu sors de cette école-là, factuellement, tu fais tes armes en agence. En fait, c'est des gens, ils vont bosser en agence 5, 10 ans. Mais c'est vrai que, comme tu dis, quand tu as un profil entrepreneur et quand tu veux vraiment te lancer, c'est là où tu te rends compte que tu te dis, mince, c'était peut-être pas le meilleur parcours. Parce que si tu as... je trouve que tu as des gens qui veulent pas passer en agence, et ce qui se comprend complètement, parce que tu n'as pas envie de bosser pour quelqu'un.
T'as des projets de vie aussi qui font, en plus, je trouve, avec le télétravail, et puis même notre génération, et alors les futurs, nos enfants, je n'ose même pas imaginer, tu vois, mais on a goûté à cette liberté, en fait, tu vois, le Covid, le fait qu'on travaille de chez nous, ça a complètement changé notre façon de travailler par rapport à nos parents, et je trouve que du coup, aujourd'hui, t'as vraiment de plus en plus de gens qui veulent pas passer par la case agence, en fait, et ils veulent se lancer tout seuls. Mais du coup, en effet, quand l'école, elle t'a pas donné les armes, bah, c'est pas évident. Donc, c'est vrai que c'est intéressant ce côté réseau qui vous a vraiment servi, vous. Qui sert au quotidien. Et puis après, il faut se dire qu'on apprend tous les jours. Hein. C'est quand même un métier où il y a encore plein de choses à découvrir, à apprendre. Et c'est ça aussi qui est trop chouette dans ce métier, c'est que c'est pas ennuyant. Tu peux pas c'est difficile de s'ennuyer, en tout cas. Et vous, ce qui est intéressant, c'est que du coup, vous avez commencé à Paris. Donc, comme tu disais, Virginie, c'est vrai que Paris, du coup, il y a de la place pour tout le monde. Et après, vous êtes partie, du coup, en province, donc à Lyon et en Bretagne. Comment vous gérez ça, du coup, aujourd'hui ? Qu'est-ce qui a fait que déjà vous êtes partie ? Et comment vous gérez un peu votre business, sachant que vous deux, bah, vous êtes dans d'autres régions et votre équipe, elle est à Paris, quoi. Donc, comment vous gérez ça un peu Alors, c'est tout frais. Ouais. Forcément, tout est arrivé en même temps, mais à la fois, c'est ce qu'on aime. Hein. Mais quand on s'est associés avec Héloïse, on s'était dit qu'on n'était pas parisienne et qu'on avait toutes les deux la volonté à terme, assez rapidement, d'aller bouger chacune en province. Donc, on savait, quand on s'est associés, qu'on allait à un moment se splitter, sans pour autant splitter notre contrat de mariage. Mais on savait qu'on allait splitter, en tout cas, au niveau région. Et en fait, alors, c'est vrai que moi... En tout cas, pour ma part, je me suis mariée avec un Lyonnais. Les Lyonnais sont très chauvins, donc je suis retournée au bercail. Non, ça, c'est la petite blague, mais c'est surtout, j'ai eu un bébé et la vie parisienne m'a fait un petit peu peur, sachant que je n'étais pas de Paris. Et c'est vrai qu'avec mon mari, on a eu une envie de jardin, de maison, et d'être dans un climat un peu moins à 1000 à l'heure qui est Paris, je trouve. Et c'est vrai qu'on avait pas mal d'amis aussi qui quittaient la région. Donc voilà. Donc pour nous, c'était un peu la suite logique. Et ça a été un peu l'élément déclencheur, je trouve, le fait qu'on ait eu notre enfant, de déménager. Et voilà. Et donc à terme, je savais que j'avais trop envie aussi de créer une antenne lyonnaise, parce qu'il y a du travail aussi à Lyon au niveau archi. Et moi, étant de Grenoble aussi, je savais que j'allais pouvoir vadrouiller aussi, voir un peu s'il n'y avait pas du travail côté montagne, aussi dans les stations, les chalets, etc. Donc, ça nous apporte aussi un réseau assez différent. Alors, c'est pas les mêmes tarifs, c'est pas la même manière d'appréhender la clientèle, etc. Mais du coup, c'est trop intéressant. Et on a gardé, alors Héloïse expliquera un peu aussi pour Rennes, mais on a gardé du coup notre pôle parisien. Donc, ça veut dire qu'on a nos bureaux à Paris, on a notre équipe qui est à Paris. Le but, c'est qu'on ait vraiment qu'on développe chacune de nos antennes. Donc, on ait des bureaux à terme à Lyon et des bureaux à Rennes où est Héloïse. Parce que avec notre petite équipe. Pour l'instant, vous travaillez de chez vous. Pour l'instant, on n'est plus... Alors, moi, j'ai des bureaux pour l'instant, mais j'emprunte, on va dire, des bureaux. OK. J'emprunte des bureaux, je peux avoir une équipe dedans, etc. Mais pour l'instant, on était tellement dans le déménagement que moi, je me suis pas encore penchée sur le recrutement, en tout cas pour l'antenne lyonnaise. Mais le but, en effet, c'est qu'on se développe vite et que moi, j'aime pas trop, en plus, travailler seule, j'aime bien, mais j'ai goûté aussi au travail, au plaisir de travailler en équipe, notamment depuis qu'on a l'agence. Et en fait, c'est vrai que pour moi, c'est indispensable qu'on ait chacune nos petites équipes aussi et qu'on fasse venir les équipes de Rennes à Lyon, de Lyon à Paris, etc. et vice-versa. Mais en tout cas, notre pôle majeur est à Paris. Okay. Et comment on gère ça ? C'est facile, c'est parce qu'on ne fait plus le suivi de chantier. Donc ça, c'est intéressant dans le sens où, du coup, facilement, avec Héloïse, on a vite mis en place ce process. Aussi, dans le but de pouvoir être libre, justement, de pouvoir faire du travail à distance. Donc, c'est vrai que... Donc moi, aujourd'hui, je travaille de Lyon, Héloïse de Rennes, et on peut suivre nos projets. On a des projets qui sont en Suisse, on a des projets internationaux, on a des projets un peu partout en France, et on peut les suivre à distance sans problème. Notre équipe parisienne, c'est pareil. Et du coup, on a cette facilité, je dirais, de travail à distance qui s'est installée grâce à notre process. Vous le faisiez avant, le suivi de chantier, quand vous étiez à Paris ? On a commencé pendant 2 ans. Oui, c'est ça. On a commencé pendant 2 ans et on a arrêté au fur et à mesure. On a terminé un gros projet
en chantier. Et puis à partir du moment où voilà, il s'était arrêté, en fait, on a mis en place ces process-là. Mais pour être légitime en fait de l'arrêter, il fallait quand même qu'on fasse cette étape où on le vit. Et comme ça, on avait aussi la légitimité de se dire, OK, on comprend les ficelles et comment on peut l'arrêter et comment le mettre en place et comment aller chercher cette idée qui en soi est super intéressante parce que ça nous ouvre beaucoup de portes finalement. Et il y a peu d'archis qui le font. Bah ouais. Et nous, c'est vrai qu'on a eu envie de toucher ce point-là. Et c'est ce qui a été aussi un peu une excitation de créer comme une deuxième boîte. Tu vois, à ce moment-là, dans l'agence, du coup, on a réfléchi à nos process, à comment on travaille et comment, en fait, on crée le concept du lieu, les détails des plans techniques. Donc, aujourd'hui, on est vraiment rentré dans un niveau de détail très, très important pour que justement ensuite tout se déroule au mieux en fait sur la partie chantier parce qu'ils ont vraiment tous les éléments, tout est légendé, tout est très carré, la conception et il n'y a pas de questions en fait à se poser pendant la partie chantier. Il n'y a pas je choisis le joint, la partie la porte de seuil, enfin le filler, enfin tout est voilà très carré. Et donc vous livrez vraiment tout le DCE Exactement. aux clients et ensuite donc c'est les clients on fait une passation qui gèrent derrière ou ils ont des maîtres d'œuvre peut-être? Alors ça dépend des différentes typologies de projets. Parfois sur les gros projets en effet il y a un maître d'œuvre de réalisation qui suit toute la partie chantier. D'accord. Et donc qui accompagne aussi les clients sur plutôt la recherche d'entreprise. Nous dans tous les cas on propose nos entreprises si le client le souhaite et on donne accès à tout notre cahier, enfin tout notre carnet d'adresses. Donc ensuite les clients peuvent le prendre ou non. Et dans certains cas, en effet, les clients ont déjà leur entrepreneur parce que voilà, ils ont déjà fait des projets avec lui, ils le connaissent, ils sont à l'aise et donc ils traitent en direct. Et donc ça nous laisse en fait nous une marge de manœuvre en effet qui est géniale parce que on peut travailler sur plus de création, sur ce qu'on aime aussi, sur vraiment la partie qui nous excite le plus et laisser les gens compétents aussi derrière faire leur travail sans que ça soit bloquant en fait pour nous, notre activité. Et donc en effet, ça nous ouvre des portes de dingue parce que là, ces dernières années, du coup, on a pu vraiment mettre en place petit à petit ces process-là pour que justement, nous, on puisse aussi mettre en place nos projets personnels. Donc Virginie, son départ à Lyon, et puis du coup, moi, mon départ à Rennes. Et ça s'est fait super naturellement, parce que du coup, il n'y avait pas de stress de... ça y est, on est un peu au pied du mur, comment on doit modifier nos process. Non, en fait, les choses, elles se sont faites d'une manière fluide. Parce qu'en fait, aussi très tôt, on a parlé de ce qu'on avait envie et ça rejoint un peu notre conversation de tout à l'heure sur l'importance aussi de se mettre en j'allais dire en ménage, s'associer avec une personne avec qui tu es hyper en phase aussi sur toi, ton futur aussi, mais perso, parce qu'en fait, c'est hyper important de se dire les choses et sans que l'autre se sente emprisonné dans un cas de figure. En fait, il faut s'élever aussi personnellement ensemble. Donc, il y a le pro et puis à côté de ça, il y a quand même le perso où il y a un équilibre quand même à trouver. Donc, ne pas travailler le week-end, se laisser du temps le soir. Tout ça, en fait, ça participe à ce grand ce développement, quoi. Et c'est dingue, parce que ça me fait venir plein de questions sur cette partie suivi chantier. C'est du coup, justement, qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de ne plus faire le suivi de chantier, en fait? C'était une volonté dès le début et vous en avez pris quand même au début en vous disant il faut quand même qu'on voit comment ça se passe? Ou non, enfin, pourquoi l'avoir arrêté? Naturellement, on a commencé en faisant le suivi de chantier. Pour nous, c'était évident que c'était comme ça, etc. Ouais. Très vite, on s'est quand même dit qu'on avait aussi... En fait, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup d'énergie qui était sur les chantiers, tout le temps, à trouver des solutions. Ouais. Voilà. Et c'est très, très prenant. Et en fait, on s'est rendu compte avec Héloïse qu'on ne faisait que ça. Et un jour, on a fait le point et on s'est dit, est-ce que c'est vraiment comme ça qu'on a envie de continuer? Alors, du coup, nous, c'est vrai qu'on... en fait, je bafouille là. Non, t'inquiète. Mais
Du coup, on s'est dit que pour nous, c'était évident qu'il fallait qu'on se ressente sur ce qui nous animait vraiment, à savoir la créa. Et en fait, à partir de cette idée-là, vraiment, on s'est dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas créer une agence qui fait pas de suivi de chantier? Et pour autant, on est architecte d'intérieur, on accompagne nos clients comme il faut, etc. Et du coup, on s'est donné les moyens de réussir. On a tâté le terrain en amont. On a essayé petit à petit de faire un dialogue auprès de nos clients, etc. On en a parlé à quelques personnes. Et en fait, on s'est lancé. Et on a eu des retours très positifs. Bah oui, parce que c'est ce que j'allais vous demander. Alors, peut-être par croyance limitante, mais souvent, on se dit, ouais, les clients, ils veulent le pack complet. Tu vois, ils veulent la conception et ils veulent la partie suivi de chantier parce que ils veulent pas se prendre la tête là-dessus. Et puis, tu as certains archis aussi qui vendent ce truc de justement, c'est l'archi d'intérieur qui gère le suivi de chantier, tu vois, qui utilise cette raison. Donc, vous, par rapport à vos clients, aujourd'hui, le fait qu'il n'y ait pas le suivi de chantier, ça leur manque pas Sur les clients, en tout cas, qui décident de partir avec nous, vu qu'ils sont en connaissance de cause, non. mais par contre, on sait... Oui, c'est sûr qu'il y a des prospects qui nous ont dit non, parce qu'ils voulaient quand même se rassurer sur la partie suivi de chantier. Et ce qui se comprend, parce que du coup, il y a aussi... il y a des agences d'architecture qui le proposent, et du coup, voilà. Donc, ça, c'est, je veux dire, comme ça, tout le monde aussi a, je veux dire, une proposition aussi commerciale. Mais sur les prospects donc, qui signent avec nous, on arrive aussi à convaincre parfois certains de nos clients en disant, nous, on propose ça. Et la plupart du temps, en fait, sur nos projets, on est quand même en appel d'offres. On est quand même en concurrence et ça arrive aussi qu'on nous dise vos concurrents proposaient le suivi de chantier, mais on a décidé de partir avec vous. Et l'inverse. Voilà. De toute façon, c'est votre stratégie, en fait. C'est à partir du moment où vous êtes... c'est la stratégie de la boîte, donc... et puis, je pense que c'est... Et en fait, comme on disait tout à l'heure, c'est parce qu'on fait. C'est ça. Et tu as les dit non pour un oui, que tu fasses suivi de chantier ou non, tu te prends parfois des refus au niveau de ton appel d'offres, etc. Tu perds, mais c'est le jeu. Et nous, c'est vrai qu'on arrive quand même à avoir beaucoup de projets. Et voilà, et nous, c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'est vraiment dit comment faire quand même en sorte pour que le client ait un projet clé en main. Donc nous, on a poussé du coup au maximum nos plans techniques pour que la passation, elle soit saine et qu'il y ait très peu de questions au niveau de l'entreprise après quand elle reprend le bébé. On présente aussi le projet au client pour qu'il soit bien conscient de ce qui se passe sur son chantier, si la personne a envie de suivre le chantier. Parce que mine de rien, il y a beaucoup de clients qu'on a qui n'en sont pas à leur premier chantier et qui ont très très envie de faire le suivant, celui qu'ils vont nous confier parce qu'ils ont déjà mis les pieds un peu avant, ça les a animés, etc. Ils ont envie de le faire, donc ils ont envie de comprendre leur APD, leur plan technique, etc., ce qui va se passer. Et nous, c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, on est vraiment dans cette optique avec Héloïse de rencontrer beaucoup de monde, de tester aussi beaucoup de personnes. Donc, on a testé beaucoup d'entreprises travaux. Alors, je ne dis pas qu'on a testé ça et que c'était à chaque fois du test à l'aveuglette. C'est des entreprises qu'on a vraiment étudiées de long en large. Et pour le coup, on en a gardé quelques-unes, des excellentes, qu'aujourd'hui, on propose à nos clients. Et ces entreprises-là ont des pilotes de chantier en interne. Et du coup, quand on vend notre package, on parle aussi de ça. On dit, si vous voulez, on vous ouvre aussi les portes de notre réseau d'entreprise. On vous fait une visite avec eux. On ne signe pas notre devis ensemble, il n'y a pas de problème. On fait une visite avec eux. Si vous avez le feeling et que vous avez envie de nous faire confiance, on y va tous ensemble. Et si vous n'avez pas le feeling, on verra, on peut vous proposer quelqu'un d'autre. Ou si vous avez quelqu'un de votre réseau qui peut faire les travaux, c'est super. Il y a mille possibilités. Mais en tout cas, c'est vrai que les clients aiment beaucoup qu'on leur propose une entreprise qui, après, elle, gère la partie suivi de chantier de son côté avec les pilotes de chantier en interne. D'accord. Et ce qui est important, c'est que l'entreprise est présente dès le démarrage. Oui. C'est-à-dire que dès la première visite, on vient avec une entreprise de notre réseau ou l'entrepreneur du choix du client. Ah oui. En fait, ça permet déjà d'intégrer, de venir en équipe, mais je parle de l'entreprise, mais ça peut aussi être le maître d'œuvre de réalisation. Et en fait, le projet qui va naître, dès le démarrage, l'équipe est là. Après, l'équipe peut être variable, c'est-à-dire qu'ensuite, les clients ne sont pas forcément obligés de s'engager avec toute l'équipe à partir du moment où ils nous prennent pour la conception. Mais il y a déjà cette team qui est assez rassurante aussi et chacun vient aussi avec ses réflexions
son expertise. Donc ça, c'est rassurant aussi. Donc dès le premier temps où on a cette fameuse rencontre où on établit un cahier des charges, où on pose des questions aussi très personnelles, comme évoquait Virginie, on parle aussi tout de suite des éléments techniques, des contraintes, du budget, du planning calendrier, tous ensemble. En fait, que les choses aussi, elles soient mises à plat dans le premier temps du projet. Que ce soit notre entreprise ou la leur. Hein. Ouais. Oui. Et ensuite, au fur et à mesure de notre prestation, toutes ces personnes continuent en fait à interagir. On interagit tous ensemble pour avoir des devis estimatifs, pour avoir des validations techniques, pour faire passer des bureaux d'études s'il faut sur cette partie-là, pour élucider un petit peu tous les mystères qu'il pourrait y avoir ensuite sur la partie chantier. Et ensuite, du coup, l'entreprise, lui, reprend le relais, donc dans une passation des plans techniques détaillés, où on peut refaire une vague de modifications si l'entreprise estime qu'il a peut-être un meilleur matériau à proposer, parce que il l'a déjà posé et il travaille avec ce fournisseur. Et donc, on est hyper ouverte aussi justement à ces améliorations-là qui peuvent aussi profiter à tout le monde pour que chacun puisse faire évoluer dans le bon sens et chacun est acteur du projet. Mais au moment, en fait, je dirais au point vraiment originel du projet. Mais du coup, comment vous gérez les clients ou même le maître d'œuvre, les aléas du direct? Parce que souvent, quand tu vas péter un truc, tu vas te rendre compte qu'il y a des canalisations que tu n'as pas forcément vues avant. Et du coup, ils vous rappellent? Comment ça se passe En fait, justement, sur cette partie de visite technique, on émet aussi toutes les hypothèses. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme un gros scan de l'appartement. D'ailleurs, à ce moment-là, il y a aussi le géomètre qui vient prendre le relevé intégral de l'appartement. S'il y a un coffrage où on ne sait pas ce qui s'y passe, ce qui arrive plein de fois, dans ces cas-là, on demande à ce qu'il y ait un sondage, en fait, pendant la partie conception, où on va émettre des hypothèses en disant on va travailler le projet au plus défavorable. Et puis, si jamais on a je pense par exemple à une évacuation de canalisation, on a le cas là sur un de nos projets, si on doit avoir une hypothèse où on surélève un petit peu, je ne sais pas, d'une marche, la salle de bain pour des contraintes de pente, la meilleure nouvelle, ce sera qu'on l'enlève. Et donc ça, c'est déjà intégré. Et donc c'est plutôt une bonne surprise. Donc on est plutôt justement dans l'intégration des différentes hypothèses. Et si jamais il y a des découvertes, on a eu le cas par exemple sur un de nos chantiers où le client nous a rappelé en nous disant on a enlevé le faux plafond et la poutre était malade. Et donc, vu qu'on était dans quand même un appartement haussmannien, dans ces cas-là, on met en place tout de suite il faut les réactions, bureau d'études techniques. Et là, de la même manière, on lui a dit on vous met aussi à disposition notre carnet d'adresses. Là, en l'occurrence, il était passé par un autre bureau d'études du syndic, de l'immeuble. Mais oui, on est toujours joignable. C'est-à-dire qu'en fait, la partie conception nous finalise notre mission, mais on a quand même à cœur, on a toujours nos entreprises avec qui on travaille en réunion ou en appel très quotidien quand même, et du coup on prend des nouvelles de nos projets, de nos clients, savoir comment ça avance, comment ça va, c'est aussi un petit plaisir. Et puis ils nous envoient des photos, des vidéos, on montre à nos équipes et c'est génial parce que du coup on voit aussi le projet naître. Et après, on a toujours le moment du shooting aussi qui est... Mais puisque du coup, vous revenez quand même dans le projet. On revient pour le champagne. Évidemment. Mais vous n'avez pas de décalage entre vous, ce que vous livrez, et finalement ce qui se passe in fine sur le terrain? Parce qu'en fait, on pousse vraiment beaucoup nos plans. Et en fait, l'entreprise, que ce soit l'une de notre réseau ou du réseau du client, n'a aucune marge de manœuvre au niveau créa, au niveau technique, etc. Si jamais le projet change, c'est parce que tout est noté, vraiment.
Et si jamais le projet change, c'est parce que finalement, le client s'est inspiré dans la rue, a vu quelque chose, etc. Et généralement, il nous en parle. Ouais. Il nous demande des conseils, etc. Et généralement, c'est ces changements-là qui opèrent. D'accord. Mais vous, in fine, vous avez toujours eu des projets, quand vous revenez pour le shooting, c'est toujours à l'image de ce que vous avez conceptualisé. Oui. C'est assez impressionnant. Pas eu de... D'accord, ok. C'est ça, je trouve, c'est ce qui fait peur, peut-être naïvement, quand tu fais pas le suivi de chantier. Tu te dis, ça se trouve, le mec, il va te mettre des joints horribles. Tu vois, mais en fait, nous, on note la référence du joint, on note tout, on fait un plan de calpinage avec le démarrage du calpinage. On note vraiment absolument tout. Et c'est pour ça, il y a 0 marge de manœuvre. C'est le mode d'emploi, Ikea de l'appart. Ouais. Et vous avez pas, ça vous demande pas justement plus de travail du coup finalement oui, parce que c'est un travail conséquent. Parce que quand tu dois intégrer toutes les contraintes, c'est un APD énorme. C'est un APD énorme, c'est une liasse de plans techniques qui est énorme, mais le ratio temps par rapport à ce qu'on passait au niveau temps sur le chantier, elle est quand même moindre. Ok. On y gagne en temps, c'est évident, et ça nous permet d'accepter aussi plus de projets, de faire plus de créa, et cette partie technique, elle est énorme, mais elle reste moindre que la gestion vraiment permanence d'un suivi de chantier. Mais le nombre de pages de votre dossier, du coup... Oui. Après, de toute façon, tu me diras, quand tu livres le DCE, globalement, tu pousses le truc... Mais c'est des très beaux dossiers. Mais c'est des beaux dossiers, ouais. Et puis, on essaye de les rendre agréables. On met des 3D un peu partout. On fait des belles élévations de plans. On rend le dossier aussi assez sympa. Et quand il y a un souci sur le chantier... quelque chose que vous n'avez pas anticipé. Par exemple, moi, je pense que j'avais acheté une maison qu'on avait divisée en 2 studios et l'ancien, donc c'était une vieille maison et l'ancien propriétaire avait un goût particulier. Il avait foutu du lambris partout, mais genre sur tous les murs, vraiment. Et du coup, on savait pas ce qu'il y avait derrière. Et le jour où on a pété le lambris, on s'est rendu compte que tu avais plein de poutres malades, on a dû traiter, bref. Mais du coup, tout ça, on le savait pas en amont. Donc vous, comment ça se passe justement je sais pas si à un moment, dans un de vos plans, vous voulez toucher un mur porteur et que finalement, le bureau d'études, une fois qu'il vient, il vous dit, il dit au client, non, c'est pas possible. Ou alors, une fois que carrément ils sont dedans. Tu vois, en gros, je sais pas si je suis claire, mais en gros, comment vous gérez du coup cet aspect-là? Il vous rappelle et dans ce cas-là, vous facturez? Pour les murs porteurs, on n'a pas le sujet, parce qu'on fait toujours passer un bureau d'études si jamais il y a il vient pendant la conception. Et nous, on trace pas tant qu'il n'y a pas son retour d'études. C'est vraiment tracé pour rien, sinon. Ou alors, on trace les 2 options. Si on est vraiment sur une contrainte vraiment de timing serré, on trace les 2 options. Et en fonction, on étoffe notre 3D, etc. Mais sinon, en règle générale, on attend le retour. Pour ce qui est aussi aléas, évidemment, il peut y avoir des aléas. Ce qui est trop cool aussi avec les entreprises qu'on propose, c'est qu'aujourd'hui, si on a choisi de les mettre et de les proposer à nos clients, c'est qu'elles ont la force aussi d'aider le client à prendre une décision. Donc, en effet, il peut y avoir des choses découvertes. C'est souvent au moment de la démolition. Découvertes au moment de la démol. Et là, en fait, on a tellement travaillé avec ces entreprises-là et on les pousse tellement sur nos chantiers qu'on a ces entreprises-là qui, justement, sont capables de dire aux clients, je vous propose cette solution, celle-ci ou celle-ci. Voilà, moi, ce que je vous conseille. Voilà ce que les archives vous auraient conseillé, etc. Et en fait, c'est bien carré. Si jamais vraiment il y a un doute et qu'il y a, comme disait Héloïse, notre porte, elle est toujours ouverte, on peut toujours avoir un coup de fil, etc. Sachant qu'il n'y a pas que des mauvaises surprises sur un chantier. Il y a des super surprises. Je me souviens qu'on a eu un projet où on nous a appelés en nous disant « Finalement, je suis désolée, on ne mettra pas le papier peint que vous nous avez proposé parce qu'en grattant, on a réussi à retrouver et à conserver intact un papier peint qui était sous de la peinture, enfin une espèce de couche de papier peint avec de la feuille d'or. Et en fait, ils ont gardé du coup pour une chambre enfant un papier peint avec de la feuille d'or magnifique. Bon, évidemment, ne mettez pas le papier peint qu'on a préconisé. Il peut y avoir aussi des bonnes surprises. Mais ça, c'est dans le cas bonne surprise. Mais est-ce que vous avez eu des cas aussi où du coup, il y a eu des aléas sur le chantier, où là, le maître d'œuvre a pris des décisions? Et finalement, quand vous êtes arrivé pour le shooting, vous vous êtes dit non, ça parce matche pas là. On est toujours au courant. Ok. Et après, même quand c'est pas quelqu'un de votre équipe? Oui, d'accord. Parce que généralement, là, le client nous envoie un petit coup de fil ou j'ai un petit sujet ou autre, et là, on répond. D'accord. Ok. Et sur la partie shooting, si jamais on remarque des choses, ce qui nous est déjà arrivé une fois, on rappelle notre entreprise et on lui dit là, on trouve que la finition, tu vois, c'est pas parfait. Et souvent, en fait, c'est le client, là, en l'occurrence, l'avait pas vu.
Et donc, on a fait revenir l'entreprise parce qu'au moment du shooting, on s'est dit, nous, on a envie quand même quelque chose d'impeccable. Et sur ça, c'est aussi nos attentes en termes de finition. C'est des entreprises avec qui on a déjà travaillé. Et donc, où on sait, ils connaissent aussi nos exigences en termes de chantier. Les plans aussi reflètent bien nos demandes aussi en termes de détails. Et on a... ce qui est hyper valorisant, c'est souvent le retour du client, mais c'est aussi le retour de l'entreprise quand l'entreprise nous dit « c'était génial, le chantier s'est super bien déroulé » parce que les plans, tout était hyper carré et ça fait trop plaisir aussi à entendre. Ouais, donc vous avez jamais eu de mauvaise surprise sur un sol que vous avez sélectionné et finalement... C'était complètement autre chose qui a été mis, quoi. On touche du bois. On touche du bois, en effet. Et ce qui nous est arrivé des surprises, c'est plus le mobilier. Où là, les clients... Nous, on fait une shopping list aussi c'est ce que déco. j'avais demandé, du coup. Et là, forcément, parfois, il y a des clients qui voient autre chose en termes de mobilier. Et c'est pas ce qu'on aurait préconisé niveau créa. Bon, c'est aussi le jeu. Tu shootes pas. Tu prends un autre angle. Non, mais l'appartement, il n'est pas pour nous. Il n'est pas pour nous. On n'est pas non plus dans le portefeuille des clients. Nous, on a fait une préconisation en fonction de leur budget, etc. et de ce qu'on trouvait esthétique à ce niveau-là. Et tout a été validé avec le client. Mais ça ne veut pas dire qu'il est en prison et qu'il n'a pas le droit de changer. Ouais, mais ça, je suis d'accord. Mais tu vois, c'est vrai qu'après, quand on revient au réseau, du coup, finalement, en fait, comme tu dis, en effet, ça reste leur projet, c'est eux qui vivent dedans. Donc, évidemment, il faut qu'ils se sentent bien et qu'ils aiment ce qui a été mis. Mais tu vois, s'ils mettent, par exemple, un canapé qui ne matche vraiment pas avec votre concept, tu vois, comment vous gérez ça en termes derrière de shooting, de réseau? Parce que, du coup, c'est votre image à vous, derrière, d'archi d'intérieur. Tu vois, comment vous gérez ça, du coup? Sur la partie shooting, on prévient nos clients. On leur dit que la partie shooting, c'est autre chose aussi. C'est pas la même histoire que l'espace qu'ils habitent. Donc, parfois, sur certains shoots, on accompagne... là, je pense à une de nos clientes. Le chantier est en train de se terminer. Sa maman qui est sculpteuse. Et donc, on va l'aider à faire toute la curation de son lieu avec les œuvres d'art. Et donc là, c'est un peu plus spécifique parce qu'on l'accompagne dans cette partie-là. Et c'est ce qu'on adore. Donc, quand tout est en phase avec ce qu'on a préconisé, on shoot et puis on a peu de détails, je dirais, à prévoir. Et sinon, ça peut arriver qu'on évite. Dans tous les cas, on évite tout ce qui est affaires personnelles, photos. Voilà. Quelque chose de... Et parfois, on a des marques qui nous proposent aussi des éléments, donc on les met, ça nous permet d'avoir de la visibilité, etc. Donc, c'est aussi, en effet, le shooting, c'est parfois commercial dans ce sens-là, où nous, on peut avoir plus de visibilité en mettant un pouf de chez d'une marque spécifique ou autre. Et dans ce cas-là, du coup, le pouf repart? C'est ça? Enfin, en gros, il vient juste pour le shooting? Ou le client a un coup de cœur et il l'achète. Ça arrive de temps en temps. Okay. Et nous, c'est nouveau, mais on fait ça pour les œuvres d'art. Donc maintenant, sur nos shootings, on propose à des artistes de venir, d'installer des œuvres. Alors nous, on réfléchit un peu avant à l'espace, etc. Ah, sympa. Et on réfléchit à, je sais pas, là, la dernière fois, par exemple, on a fait ça pour notre projet Saint-Georges. On a fait venir 3 artistes, donc 3 femmes. C'est une photographe et 2 peintres qui sont venus et elles ont installé leurs œuvres en direct. Et les clients, du coup, ont pu voir leurs projets avec les œuvres d'art installées. Ils nous avaient laissé la possibilité de les installer. Et du coup, ils ont craqué pour certaines œuvres. Donc, c'était trop intéressant. C'était un partage trop chouette avec les artistes. À la fois, pour elles, c'était sympa parce que ça permettait de mettre aussi en valeur leurs œuvres dans un shooting. Donc, tout était bien propre, bien rangé, etc. Et pour les clients, vraiment de se rendre compte de ce qu'allait donner leur univers avec des propositions d'œuvres d'art. Oui, puis commercialement parlant, c'est hyper malin parce que du coup, en fait, c'est comme ce truc d'abonnement, tu vois, où on t'offre les premiers mois gratuits. Et en fait, souvent, c'est parce que après, tu te rends compte que le produit, il est hyper utile pour toi, tu vois, et du coup, tu te dis, bon, je continue l'abonnement. Oui. Et en fait, c'est ça, ce truc, c'est que là, le client, il le voit chez lui, il se dit, ah ouais, c'est hyper beau, et il n'a pas envie de le revoir partir, quoi. Sur des propositions qu'on a pu faire au-delà des artistes, de mobilier, c'est arrivé aussi, c'est intéressant. le fauteuil, il était posé, et c'est ça, et les clients, on se dit, c'est super. On le garde, ça crée...
Ça permet aussi parfois sur des achats qui sont un peu plus design, donc plus coûteux, de se dire que c'est la pièce justement un peu phare et coup de cœur de l'espace. Ah, c'est sympa. Et comment vous vous rémunérez du coup? Parce que après, tu as plusieurs agences qui gèrent comme elles peuvent, mais globalement, en général, ce qui se fait, c'est qu'on prend un pourcentage du suivi de chantier, souvent, quand il y a la partie suivi de chantier, justement. Ouais. Mais vous, du coup, vu qu'il n'y a pas la partie suivi de chantier, comment est-ce que vous faites? Vous fonctionnez en forfait, en livrable? Alors, nous, c'est en effet un peu différent, parce que on ne peut pas faire un pourcentage en fonction de la conception. Donc, ce qu'on a trouvé juste, c'est de faire un prix en fonction de la surface. Donc, on a un prix, on a un tableau de 20 mètres carrés jusqu'à 1000 mètres carrés, peu importe. On rêve. On rêve. Et en fait, on a un tarif qui est dégressif en fonction de la surface. Et nous, on trouvait ça beaucoup plus juste dans le sens où on a quand même remarqué, parce qu'au début, quand on faisait le suivi de chantier, on était plus sur le pourcentage. On a quand même beaucoup remarqué que les clients, ils avaient quand même un peu le couteau sous la gorge de se dire « mince, là, je suis en cours de mon chantier. Finalement, j'ai pas envie de mettre un plan de travail en bois. J'ai envie de mettre finalement un plan de travail en marbre. Mais ça me fait un peu suer de rajouter un pourcentage qui va aller aux archis parce que forcément, ça fait augmenter mon assiette travaux et du coup, mon pourcentage archi. » Donc, à chaque fois, les clients avaient un peu ce couteau sous la gorge de se dire « ah, bah, chaque chose que je vais rajouter qui finalement est imprévue ou chose plus chère, ça va rajouter du tarif aux archis. » En fait, du coup, c'était un peu difficile de justifier notre travail sur le fait que, en effet, si je vous fais le même plan de travail, si c'est de l'or ou du bois, moi, je ne vais pas être rémunérée pareil. Alors qu'en soi, je vais vous faire la même conception. Donc, bien évidemment que ça marche, bien évidemment que c'est faire, etc. Mais nous, pour notre étude, du coup, qui est juste la conception, on trouvait ça pas faire vis-à-vis de nos clients. Et du coup, c'est pour ça qu'on a fait une tarification à la surface. Que vous ayez besoin de refaire une rénovation partielle ou juste 30 mètres carrés de votre maison ou 600 mètres carrés de votre appartement, on a cette tarification qui est à la surface et qui du coup est plus juste. Et peu importe si vous changez votre chantier, si vous voulez de l'or, du marbre, du bois ou du plastique, ce sera le même prix, en tout cas au niveau de notre conception. D'accord. Mais donc du coup... Ouais, ok. On a d'autres prestations aussi qui gravitent autour de ça. Oui. Là, on a la prestation... très full archi d'intérieur. Et à côté de ça, on peut proposer des missions plus à la carte, décoration d'intérieur. Et sur de la presta conseil aussi. Maintenant, on essaie aussi de développer cette partie-là. Et qui, sur des plus petits projets ou sur des projets qui sont un peu plus avancés, justement, sur la partie de conception où ça nous arrive la plupart du temps sur des projets où ça va être une création d'une maison et donc la mission se porte plutôt de l'architecte des PLG sur la partie extérieure et le client peut se sentir un petit peu délaissé ou un peu perdu sur la partie intérieure. Et c'est là où nous, on intervient parfois juste sur des missions conseils ponctuelles où du coup, on a cette proposition-là aussi. D'accord. Donc en fait, on s'adapte aussi à la carte. La majorité de nos projets aujourd'hui, c'est de l'architecture d'intérieur, majoritairement. Mais sinon, il y a aussi ces types de missions qui gravitent autour de notre activité. D'accord. Et donc du coup, en fait, quand vous avez fait votre tableau en fonction de la surface, vous avez calculé le prix par rapport au temps que vous passez, c'est-à-dire que... Complètement. Voilà, vous savez au bout d'un moment, 30 mètres carrés, vous savez le nombre d'heures que ça va vous prendre, 1000 mètres carrés, et en fait, vous avez basé là-dessus. Oui, donc en fait, finalement, vous avez plus de chances d'être rentable en faisant que la partie conception, parce que souvent, quand tu prends un pourcentage du suivi, un pourcentage des travaux, le risque, c'est qu'au bout d'un moment, tu reviens tellement sur plein de choses qu'au bout d'un moment, tu n'es plus rentable. En termes de taux horaire, toi, pour ton business, tu n'es plus rentable parce que tu passes trop de temps. Là où vous avez plus risque, en fait. Exactement. Là où on est rentable, c'est que notre mission, elle a une date de début, une date de fin. Après, c'est terminé. Alors que la partie de chantier, il peut y avoir des aléas, le chantier, il peut se prolonger, etc. Alors, bien évidemment, on peut rajouter des honoraires complémentaires. Oui. Mais ça reste quand même toujours une contrainte vis-à-vis de notre planning, de voir un chantier se prolonger, etc. Ça veut dire que forcément, ça va empiéter sur d'autres chantiers aussi importants, etc. Donc, en effet, nous, c'est vrai que c'est d'un point A à un point B, et c'est cadré, et à ce niveau-là, on n'a pas de dépassement
horaire. D'accord. Et c'est pareil là, du coup, par rapport à la conception, vous adaptez, c'est-à-dire que si vous avez un projet de 200 mètres carrés ou 150, vous allez dire au client, bon bah là, la conception, ça va prendre 5 mois. Et après, vous adaptez. Enfin, c'est ça, en gros, la durée, vous la modulez en fonction de la superficie de l'appartement, c'est ça? Complètement. Notre ratio prix, il est fait aussi par rapport au temps de notre conception. Et ça s'adapte aussi en fonction des délais des clients. Oui. Puis, oui. Voilà, souvent, quand même, il y a une demande par rapport... On travaille souvent entre le compromis... le compromis de vente et la signature définitive. Après, selon l'échelle du projet, ça déborde et ça doit être bien cadré. Mais en tout cas, la temporalité de la créa, elle a une date, il faut que ça se termine. C'est ça, d'échéance. Ouais, mais justement, ça, ce truc parce que j'avais des clients qui m'avaient contacté là pour un projet, on est en discussion dans le sud. Et en fait, justement, il y avait ce truc, donc c'était exactement la même chose. C'était, ils venaient de signer le compromis de vente et du coup, tu avais 3 mois pour la signature définitive. Et en fait, il fallait que les travaux commencent 3 mois après. Sauf qu'en fait, le projet, c'est un projet de 260 mètres carrés que tu divises en deux. Il y a une partie locative, une partie maison. Donc 2 projets à penser. Faut péter des murs porteurs, etc. Et en fait, là, dans ces cas-là, c'est impossible de faire rentrer la phase conception en 3 mois. Donc, comment vous gérez ça, justement? Vous dites non au client, c'est pas possible? Alors, c'est marrant parce qu'on a quand même ce sujet-là très régulièrement parce que c'est quand même le nerf de la guerre, le temps, pour tous nos clients. Évidemment, notamment quand ils achètent un appartement et qu'en attendant, ils louent encore leur ancien appartement. T'as pas envie d'avoir 2 budgets qui sont alloués à des appartements alors qu'in fine, tu vas finir dans l'un. Donc, c'est vrai que... Nous, au début, c'était difficile de dire non. Du coup, on se mettait vraiment charrette. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte quand même que même si tu es charrette, que tu rends ton travail, etc., le client, lui, il n'a pas eu le temps de processer le projet suffisamment. Et en fait, nous, on aura réussi à faire le travail. S'il faut faire un projet de 300 mètres carrés en un mois, sur papier, on peut le faire. On pourra se donner les moyens de réussir. Mais... on a quand même remarqué que les clients ne processaient pas leur projet. Et aujourd'hui, on appelle les clients quand ils ont ce sujet-là de vraiment délai beaucoup trop serré et on leur dit « Nous, on peut le faire, il n'y a pas de problème. En revanche, on ne vous le conseille pas et généralement, on dit qu'on ne le fera pas parce que le projet, vous allez prendre des décisions coupe-gorge. On va vous presser parce que du coup, on aura besoin que vous soyez très réactifs. Vous allez prendre des décisions à la va-vite et c'est un projet de vie. Dans lequel alors évidemment, si c'est pour la location, c'est différent. Mais si c'est un projet dans lequel les clients vont vivre, là, c'est compliqué. Et on remarque que les clients, souvent, parfois, regrettent après certains choix où ils se disent, en fait, j'aurais peut-être dû démolir ce mur. Le truc. Mais parce qu'un projet, ça se processe, c'est normal, c'est un projet de vie. Voilà, il y a besoin de faire une étude et c'est pour ça aussi qu'on fait une étude de conception. C'est parce qu'on a besoin de challenger le client avec... différentes propositions de projets. On a besoin de leur montrer tout ce qui est exploitable aussi dans leur appartement pour pas qu'ils aient de regrets aussi. Ils investissent leur vie dans un projet qui va être leur vie, dans lequel ils vont vivre. Et c'est important qu'ils aient pas de regrets. Donc, souvent, ils entendent. Hein. Ah oui, ils sont réceptifs. Ils entendent. Et en fait, ils savent aussi... Franchement, c'est pas que dans l'archi d'intérieur, mais on sait très bien quand on prend des décisions précipitées, elles sont pas toujours excellentes. C'est vrai. Donc, ils entendent. Ok. Et en moyenne, vos conceptions, elles durent combien de temps à peu près? Je dirais que c'est 2 mois minimum. Donc là, 2 mois, c'est pour quelle superficie? Ça dépend de la surface. C'est pour la plus petite surface. La plus petite. Et après, sur des plus gros projets, on peut être de 4 à 6 mois maximum, je dirais. D'accord. Et 2 mois, c'est quelle superficie à peu près? Parce qu'en fait, vous 40 mètres carrés, par exemple. Tout le truc, dans le moindre détail. Ouais. Mais après, ça dépend. Ça dépend parce que tu peux avoir un projet qui est grand, mais qui va hyper vite parce que les clients savent exactement ce qu'ils veulent, que c'est fluide, tout ce qu'on leur propose est absolument parfait, etc. Ça arrive. Mais du coup, le projet va être hyper fluide, hyper rapide. Ouais. Et on peut avoir un tout petit projet qui, sur papier, où on aurait 2 mois de conception et qui, finalement, peut être plus long parce qu'il y a de la remise en question, etc. Et c'est là où nous, notre rôle, c'est de faire prendre des décisions, voilà, bien évidemment, pour pas qu'il y ait de regrets, etc., mais aussi pour timer
Tu as aimé la conception. Justement, parce que du coup, dans ces cas-là, comment vous gérez? Parce que vu que vous avez une grille en fonction de la superficie de l'appartement, si finalement l'appartement de 40 mètres carrés, il vous prend plus de temps de travail que celui qui va faire 150 mètres carrés, comment vous gérez ça? Parce que du coup, vous n'aurez pas assez facturé celui qui a une petite superficie. Donc En fait, on est clair sur notre planning dès le départ. Ouais. On donne une estimation large de combien de temps devrait durer le projet. Et on est ferme en disant que si ça dépasse, il y aura des honoraires supplémentaires. Ouais. Alors, c'est des honoraires qui sont minimes, mais ça reste des honoraires supplémentaires. Ok, d'accord. Okay. On est obligé de faire ça parce que sinon, on peut avoir des projets qui durent 3 ans. Si les personnes ne sont pas contraintes par le lancement de leur chantier, ça peut durer des années. Ouais, c'est clair. Au bout d'un moment, il faut savoir dire stop aussi et accompagner les clients dans ce sens, quoi. Ouais. Et justement, donc du coup, là, vous développez vos antennes, à la fois à Rennes et à la fois à Lyon. Et donc, comment ça se passe, ça? Comment vous prospectez? Parce que le podcast est suivi aussi par des personnes, c'est des questions, moi, qui sont remontées d'archis d'intérieur en province qui disent « Oui, mais là, on a beaucoup d'archis qui sont parisiens, mais nous, en province, on a moins les... » Tu vois, les clients, ils galèrent plus à les trouver. Donc, vous, comment ça se passe? Vous avez un gros travail de prospection ou pas? Enfin, comment vous développez vos antennes? Comme te disait Virginie, on vient d'arriver chacune dans nos régions, donc on commence, nous, à mettre en place nos process, mais les premières choses à faire, c'est rencontrer des entreprises, rencontrer des personnes qui travaillent autour de l'immobilier, donc que ça soit des agents immobiliers, des notaires, en fait, des personnes du secteur avec qui tu pourrais potentiellement collaborer et toi, mettre en place des liens. Et puis, c'est... sortir un petit peu aussi de sa zone de confort et, comme on disait tout à l'heure, rencontrer des gens, aller leur parler. Et là, à Rennes, on a la chance, en tout cas, d'avoir fait un premier projet qui, j'espère, va nous ouvrir aussi d'autres portes sur le bassin rennais et j'espère aussi toute la partie Bretagne. Et en fait, c'est... il en faut un, en effet, souvent on dit ça, il en faut un après pour qu'on te fasse confiance et que ça se mette en route aussi pour la suite. Donc là, on espère que ça va nous faire une belle vitrine aussi. Et en l'occurrence, je dis belle vitrine parce que c'est un café céramique, donc on est vraiment aussi plein centre, donc c'est assez chouette. Et sur toute la partie prospection, en tout cas, c'est rencontrer du monde. Et... En fait, c'est faire le même travail qu'on a fait en se lançant à Paris. C'est aller toquer aux portes, aller voir les artisans, les archis, nos confrères consoeurs, et voilà, organiser des événements. Oui, parce qu'il y a ce truc aussi qui est assez sous-estimé, c'est que quand tu as un réseau aussi d'archis d'intérieur, moi je sais qu'il y a des archis qui sont passés dans le podcast qui pouvaient plus prendre de projet et qui m'ont dit si tu veux, je te file ce projet. Et là, moi, c'est pas ma stratégie. Mais du coup, tu as des archis aussi, des fois, qui ont le goulot d'étranglement parce qu'ils peuvent plus prendre, parce que forcément, ton temps est limité. Et là, dans ces cas-là, ils partagent aussi à leur réseau. Et ça, je trouve, c'est trop sous-estimé, en fait. Mais et en fait, il faut quand même faire l'effort. Ça vient pas tout cuit. Il faut aller rencontrer ses archis. C'est ça. Voilà, c'est un réseau d'entraide, mais il faut aussi aller le chercher, ce réseau. Mais en effet, il y a une grosse entraide au niveau archi. Et c'est chouette, ça fait plaisir. Et du coup, là, donc, vous avez eu un projet à Rennes et à Lyon aussi, vous en avez eu? Alors, à Lyon, on a des futurs projets. Ok. mais en fait, c'est vrai qu'on était tellement là dans les déménagements, etc., qu'on ne s'est pas encore penché sur tout ça. Mais il y a des événements qui vont arriver à Lyon et il y a en effet des futurs projets. D'accord. Donc, c'est chouette. Ok. Et en termes de prix au mètre carré, c'est combien à peu près? Parce que on a souvent les Parisiens en tête, et en province, c'est beaucoup moins cher ou pas? Tu vois, par exemple, en réno, si tu prends vous êtes plus sur du haut de gamme. À Paris, tu vois, le haut de gamme, ça commence à 4 000, on va dire, 3-4 000 du mètre carré. En province, c'est plus autour de combien? Alors, il y a c'est plus bas. Mais par contre, en tout cas, je pense qu'il y a vraiment en effet une différence de prix. Par contre, il y a d'autres facteurs qui font que ton entreprise, elle va pas être disponible dans les mêmes délais. Les bonnes, en tout cas. Ça va être des délais beaucoup plus importants pour booker son entreprise. Plus demandé, du coup. Exactement. Donc ça, on commence aussi à comprendre que
Il y a ce facteur-là sur le fait, en effet, c'est plus intéressant en province parce que ça a l'air d'être plus bas. Après, tu peux pas changer non plus le prix de la matière première. Hein. Ouais. Mais donc, il y a plus un travail, en effet, à faire sur la partie autour de l'artisan. Je sais pas, qu'il va avoir moins de charges ou je ressens en tout cas ça. Mais par contre, le bon artisan, en effet, va être très booké et donc ça va être un peu plus douloureux pour le booker, ça va être plus compliqué. Donc ça, il y a une autre forme de complexité aussi du projet. Ouais. Faut qu'on prenne une autre aussi contrainte, quoi. Oui. Après, vous, ça vous impacte moins, du coup, la disponibilité de l'artisan, vu que vous faites que la partie conception? Ça nous impacte moins, certes, mais à la fois, il va falloir quand même qu'on fasse l'effort de créer nos réseaux d'entreprises, d'artisans, pour le justement, même système qu'à Paris. Exactement, et proposer des solutions. Et ça nous tient quand même à cœur d'avoir notre proposition à nous, enfin notre partie, notre mission, mais à la fois, il faut qu'on puisse proposer une prestation aussi complémentaire pour nos clients. Ouais. La plupart du temps, dans ces cas-là, on vient aussi nous chercher pour la partie conception. Donc, ça arrive qu'il n'y a pas... Je me suis perdue, je pense. C'est pas grave. Du coup, c'était par rapport aux artisans. Enfin, je vous disais, la disponibilité de l'artisan, du coup, vous, c'est moins un souci. C'est plus un problème pour le client, du coup. Mais c'est quand même un souci en soi. Parce D'accord. que si ton artisan il n'est pas disponible, comment en fait ton client il se projette à faire un projet avec toi? En fait, sur certains projets, ça gêne pas tant parce que certains clients souhaitent avoir un temps de conception, souhaitent maturer ensuite le projet et se lancer plus tard. Et pour eux, ça leur pose pas de problème. Mais pour d'autres, il y a quand même des contraintes temporelles. Et donc, en fait, où le client il a envie que ça y est, il a pris sa décision. Il voulait lancer la partie conception, mais il veut que tout roule. Donc ça va être important, je pense, de bien construire en tout cas notre réseau sur cette partie-là. Et c'est excitant aussi parce que nous, ça nous permet aussi d'apprendre à connaître d'autres entreprises. Donc ça, on est très curieuse aussi d'autres manières de travailler, d'autres formes d'artisanat aussi, d'autres techniques. Parce que chaque région aussi, j'ai l'impression, ont ses spécialités, ont ses particularités. Là, on a fait un projet à Strasbourg. On a découvert aussi certaines particularités des contraintes strasbourgeoises et puis même des particularités des bâtiments. Et ça, c'est top aussi parce que pour nous, ça vient encore enrichir notre domaine de compétences et découvrir de nouvelles choses. Donc, il y a un terrain de jeu là, énorme qui s'ouvre à nous sur ça. Ouais, ça, c'est intéressant parce que c'est vrai que Paris, après, globalement, tu sais plus ou moins ce que tu vas trouver, les haussmanniens, enfin, les contraintes, tu commences à les repérer, les murs qui n'étaient pas porteurs, qui le sont devenus avec les années. Enfin, mais c'est vrai que dans les autres régions, finalement, enfin, moi, ça me fait penser à un moment où on voulait investir à Rouen. Je ne sais pas si vous voyez un peu Rouen, comment c'est fait, mais les immeubles, c'est des trucs qui sont tout fins comme ça. Oui. Avec des escaliers en colimaçon et parfois ils sont tout étroits et l'intérieur de l'immeuble c'est penché, c'est-à-dire que ton sol est comme ça. Enfin, tu vois, genre vraiment c'était dans un des apparts, on est entré, on a mis une bille et la bille elle roulait quoi. Ça, on a ça dans le Marais aussi. Dans le Marais il y a ça. Ah ok. Oui. Ouais. Après je me balade pas trop dans le Marais, mais c'est vrai que moi Rouen ça m'avait assez et t'as ça partout quoi. Ouais. Ça m'avait un peu atteint. Donc du coup c'est vrai que c'est intéressant ce truc. L'architecture finalement c'est pas la même dans toutes les régions quoi. Ok. Et par rapport à votre agence, du coup, donc vous l'avez lancée en 2020. Vous avez été rentable tout de suite. Vous avez pu vous payer au bout de combien de temps? Parce que c'est vrai que ça, c'est des questions qui reviennent énormément aussi pour les personnes qui souhaitent se lancer. Parce que tu as un flou aussi à ce niveau-là. C'est-à-dire combien je vais pouvoir me payer, à partir de combien de temps, etc. Donc vous, comment ça s'est passé pour vous? Alors nous, on a fait le choix de se mettre 2 ans au chômage pour tout investir dans la boîte. Mais on aurait pu se payer dès le 2e mois. Ah, ok. Ouais.
Alors, on ne se serait pas payé beaucoup. Ouais. C'est quoi, à hauteur d'un SMIC? Un SMIC, chacune. Mais on aurait pu se payer dès le 2e mois. Ah oui, ok. Et jusqu'à la fin de ces 2 ans de chômage. Alors, un SMIC pendant longtemps, mais un SMIC quand même. Ok. Donc voilà. Mais voilà, nous, c'est vrai qu'on a choisi d'avoir le chômage justement pour s'enlever ça de la tête et se dire qu'on vivait pour... Vivait, c'est un peu fort, mais on mettait tout en œuvre pour élever notre boîte à l'instant T et pas se dire qu'on allait bouffer du riz pendant 2 jours parce que le mois prochain, ça allait être galère. Et on ne voulait pas du tout être impacté par ça. Parce que du coup, en fait, l'argent, vous l'avez mis dans la société, vous l'avez réinvesti, vous avez embauché. Exactement, complètement. C'était hyper intelligent de faire comme ça. Ok. Et par rapport à votre chiffre d'affaires, du coup, comment il a évolué au fur et à mesure des années? Ça va faire quoi, 5 ans maintenant que vous avez votre agence à peu près? On va fêter nos 5 ans en mars. Ah oui, mais bientôt. Et alors, je dirais qu'on a bien commencé parce que, alors il y a quand même eu une période qui était quand même intense, c'est le Covid. Ouais. Dans notre profession, ça nous a, nous en tout cas, ça a été positif pour notre business parce que les gens ont tellement été enfermés chez eux qu'ils ont eu un trop-plein de chez eux. Ils ont envie de changer leur intérieur. Donc nous qui étions des petites jeunes fraîchement arrivées sur le marché, au niveau business, ça a été plutôt profitable. Donc on s'est lancé assez rapidement. On a fait une très belle première année, une deuxième année très belle, etc. Il y a eu un moment qui a été compliqué, je dirais que c'était en 2023, c'est quand il y a eu la grosse crise IMO. Là, on a eu plein de confrères, consoeurs, agents IMO qui ont mis la clé sous la porte, etc. Nous, c'était des personnes avec qui on avait aussi des partenariats. On a senti qu'il y avait vraiment moins de projets. Il y a eu les guerres, il y a eu l'augmentation des matériaux. Ouais. Forcément, quand les matériaux augmentent, ça fait moins de pouvoir d'achat pour les gens, pour leur chantier. Donc, tout ça fait qu'il y a eu une hausse de tout, une baisse de travail. Et du coup, vraiment, 2023, je dirais que ça a été une année qui a été un peu comme ça. Ouais. Où on a essayé de se démener niveau prospection pour changer les choses, essayer de trouver de nouveaux process, on essayait de se renouveler pour justement impacter différemment. Mais bon, parfois on ne peut pas faire grand-chose sur les crises de ce type. Mais voilà. Et après, on a bien remonté la pente parce qu'il a fallu être patient. On a eu de la chance aussi parce qu'on avait quand même eu une bonne trésor qui nous a permis de survivre aussi pendant cette période-là. Ça n'a pas été évident parce que ça a reporté certains de nos projets d'évolution de boîte, etc. Mais en tout cas, on a été patiente et on avait fait les choses bien. Donc, on avait de la trésorerie suffisante. On a quand même quelques personnes qui ont dû fermer leur boîte ou qui se sont lancées à ce moment-là. C'était horrible pour elles, donc c'est triste. Mais c'est vrai que nous, on a pu garder la pente et après faire une belle remontée quand c'est arrivé. Mais c'est vrai qu'on s'est dit, mais quand est-ce que ça va revenir ? Et ensuite, sur cette deuxième partie, c'est aussi la prise de décision d'embaucher qui a fait qu'on a pu aussi monter en puissance. En fait, c'est ce que j'allais vous demander. Vous avez embauché à partir de combien de temps, du coup ? Alors, au début, on avait plus le format stagiaire, alternant, free. On aimait bien ce système-là. Et surtout, on est très feeling avec Héloïse et très compliqué du coup au niveau feeling de personnes qui travaillent avec nous. Et on n'avait jamais réussi à avoir de coup de cœur pour quelqu'un qui fasse partie intégrante de notre équipe. Et c'est vrai que le premier salarié, c'est quand même quelque chose de dingue. Enfin, c'est quand même une personne avec qui on va... Enfin, c'est une personne qui va poser... presque aussi. Hein. Oui, avec finalement, le CDI en France, il est hyper protégé. Donc, tu as aussi cette pression-là de dire si je me loupe... Complètement. Et que la période d'essai est passée, je suis plus ou moins... Mais c'est ça. Et en fait, on avait envie d'une personne qui a envie de poser sa pierre à l'édifice, qui a envie de nous aider et nous accompagner à nous propulser. Et en fait, c'est dur de trouver des mindsets aussi de gens qui ont envie de bosser aussi pour élever une boîte, pour s'investir à fond dans un projet, etc. Et pas juste parce qu'il faut un boulot et il faut... voilà. Alors, bien évidemment, personne ne travaille pour la gloire, je pense. Mais voilà. Et on a rencontré, nous, notre première salariée un peu plus tard. Elle a fait un stage chez nous avant et ça a été une évidence. Et du coup, on l'a embauchée juste après son stage. Et ça a été pareil pour notre deuxième salarié, où pareil, c'était un stage, coup de cœur.
Et du coup, on l'a embauché par la suite. D'accord. Donc, c'était combien d'années après le lancement de votre agence, du coup C'était il y a 1 an et demi maintenant. Donc c'était au bout de 3 ans et demi. Ok. Ouais. D'accord. Donc, c'était assez tard, finalement, ou je sais pas. Mais en tout cas, c'était quand même... On a mis le temps. Et on est trop contente des salariés qui sont avec nous. Et on espère en avoir plein d'autres. En tout cas, on fait tout pour. Et ouais, c'est chouette. C'est chouette. On a des gens avec qui on a un bon feeling. Ouais, non mais pour le coup, c'est important. Et je trouve, encore une fois, en France, le CDI est très protégé. Donc après, parfois pour de très bonnes raisons aussi. Mais du coup, c'est vrai que tu as ce stress-là un peu de te dire... parce que pour avoir été en ressources humaines avant, on a été en... litige plein de fois avec des salariés et ça c'est vrai que en tant qu'entrepreneur ça peut faire peur, donc je comprends l'exigence importante du feeling et de la communication avec la personne qui te rejoint quoi, complètement, surtout quand au début tu es dans des petits bureaux, quand tu te vois beaucoup etc, tu as quand même envie d'avoir une très bonne entente. Voilà. Et si vous aviez un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent, donc on a plusieurs profils. On a des gens qui ont 10 ans, enfin qui ont des agences depuis 10 ans, d'autres qui sont intéressés par le métier, d'autres qui souhaitent se lancer. Ça serait quoi pour vous vraiment le gros conseil pour les auditeurs ? Je pense que c'est le premier conseil, en tout cas dans notre métier, c'est toute la partie curiosité, mais d'être vraiment très ouvert, que ça soit dans toutes les étapes du projet et puis avec tous les différents intervenants. Et je pense qu'une des parties aussi qui est bien à développer, c'est vraiment toute la partie sensible et l'écoute, en fait, parce qu'on doit justement construire, nous, un cahier des charges. Et je pense que c'est essentiel d'avoir cette sensibilité-là, de recueillir vraiment les besoins, les demandes du client, qu'il soit particulier, professionnel, peu importe ce qui va y faire dans le lieu. Ça va être aussi de retranscrire tout son programme, sa volonté, sa sensibilité. Et donc ça, je pense qu'il faut aussi développer une certaine éponge. Je pense que c'est un côté chouette à développer. Ouais. Je pense aussi que, comme on l'a dit, il faut aller chercher l'info. Les gens, ils ne viendront pas nous aider. Il faut aller chercher l'info, sortir des sentiers battus, se faire mal et se prendre des portes pour avoir accès aux infos et progresser. Je pense aussi qu'il faut bien s'associer. Si, en tout cas, des gens veulent s'associer, il faut trouver la bonne personne. Et je pense que c'est primordial. Une bonne association... Ça rend le travail agréable, ça partage les émotions, qu'elles soient positives ou négatives, etc. Il faut bien trouver la bonne personne. Et d'ailleurs, tu posais la question au début de est-ce que vous avez eu beaucoup de stress avant de vous lancer ? Moi, le fait aussi que je ne connaisse pas Héloïse, enfin qu'on ne se connaissait pas avant de s'associer, je trouve qu'en tout cas, personnellement, ça m'a enlevé une partie de stress parce que je n'avais pas peur de décevoir Héloïse en tant qu'amie si jamais ça foirait. Ah oui, c'est intéressant. Dans le sens où on était vraiment là, toutes les deux, parce qu'on l'avait voulu de nous-mêmes. On ne se connaissait pas et on faisait un pari sur l'avenir toutes les deux. Et pour autant, on n'était pas amies à l'époque. On l'est devenus, mais on n'était pas amies d'enfance, amies de longue date, etc. Donc voilà, donc je pense que l'association, c'est vraiment hyper important. Et en règle générale, je pense que les gens devraient s'associer. Ouais, tu penses vraiment, je ne sais pas. Enfin, c'est marrant, c'est Audrey Gabriel qui disait ça aussi. Je ne sais pas comment font les gens qui n'ont pas d'associés. Les archis qui sont en duo, qui sont venus dans le podcast, c'est vrai que quand on échange, ils disaient aussi qu'ils avaient vraiment respect pour les personnes qui se lancent seules, pour tout ce qui est partage d'émotions, etc. Et en effet, je pense que quand tu es seule, quand tu lances ton agence seule, tu as d'autant plus devoir de bien t'entourer en fait de confrères parce que c'est eux en fait qui vont t'aider pour ton business. Là où quand t'es deux, t'as ce côté aussi où en effet tu partages le stress, les questionnements, etc. Il y a un phénomène qui s'appelle le phénomène Mama Bear. J'adore en parler. C'est, tu sais, quand par exemple on arrive au bureau et qu'il y en a une de nous deux qui est complètement down, et ben l'autre, même si elle est down, de voir l'autre trop mal. Tu as ce phénomène de Mama Bear, de maman ours qui va opérer. Et même si l'autre est complètement down, elle va être au top pour, en gros, c'est la survie.
Et en fait, je trouve ça génial parce qu'on l'a vu 1000 fois avec Héloïse, où on était toutes les deux au fond du trou. Et où en fait, il y en a forcément une qui prend le lead de la bonne humeur et de la positivité parce que c'est vital. Et en fait, ça, seul, c'est dur de l'avoir. Et vraiment, à deux, je trouve que c'est une force ultime. C'est intéressant. Il y a toujours un équilibre qui se crée. Et l'entrepreneuriat, c'est dur. Ouais. C'est comme ça. Donc à deux, c'est... Et souvent, sur des prises de décision, ce qui est assez rigolo, c'est qu'il y en a une pour qui ça va être très évident et très facile, et l'autre qui peut avoir des points d'interrogation, de doute. Et en fait, du coup, c'est ces moments-là qui s'équilibrent. Et sur certaines choses, on a pu sortir de rendez-vous en disant « Ah, je le sens pas ». Et l'autre me dire « Mais si !» Et super enjoué et super dynamique. Et en fait, du coup, ça crée une synergie, une énergie... qui est génial parce que ça nous est jamais arrivé de se retrouver toutes les deux au fond du trou. Ça a toujours en fait été une qui tirait l'autre en disant mais si c'est évident, c'est facile, c'est là, faut qu'on le fasse. C'est intéressant. En tout cas, merci pour votre temps, pour vos précieux conseils, votre partage d'expérience. Merci beaucoup. C'était vraiment super d'échanger avec vous. Si on souhaite vous retrouver sur les réseaux, du coup, après, elles seront identifiées, évidemment. Mais si on souhaite vous retrouver, c'est où principalement Agence Ken Sogal. Très bien. Encore merci. Merci à toi. Et puis, on se dit à très vite pour un prochain épisode.